Cette histoire m'a été envoyée par Sébastien, un abonné de la chaîne qui vit dans une zone rurale de Colombie. Quand j'ai lu son message, j'ai ressenti un frisson. Si vous avez également vécu quelque chose d'inexplicable et que vous souhaitez que je le partage ici, laissez-le moi dans les commentaires ou envoyez-le moi directement. J'adore lire chacune de vos expériences. Maintenant, ce que Sébastien a vécu il y a 4 ans a complètement changé sa perspective sur ce qui existe au-delà de notre compréhension. Voici son histoire. Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans, et pendant longtemps, je me suis considéré comme une personne complètement sceptique. J'ai grandi à Bogota, j'ai étudié l'ingénierie, j'ai travaillé dans des entreprises multinationales. Mon monde était logique, prévisible, basé sur des données et des procédures. Je n'ai jamais cru aux fantômes, à la sorcellerie, à rien de tout cela, jusqu'à ce que j'hérite de la ferme de mon grand-père paternel. Lorsque mon grand-père est décédé en 2020, il a stipulé dans son testament que la propriété familiale, située dans les montagnes près d'un petit village appelé San Vicente, me reviendrait. Je n'avais visité cet endroit que 2 fois durant mon enfance. Je me souvenais vaguement d'une grande maison en adobe, entourée de plantations de café et de brouillard perpétuel. Mes parents n'ont jamais voulu y retourner après la mort de ma grand-mère. Quelque chose que j'ai toujours trouvé étrange, mais que je n'ai jamais remis en question. L'héritage est arrivé à un moment compliqué. Je venais de perdre mon emploi pendant la pandémie, ma relation de 5 ans s'était terminée, et j'avais besoin d'un changement radical. J'ai donc pris une décision impulsive. Je déménagerai à la ferme pour un temps, peut-être 6 mois, afin de mettre de l'ordre dans ma vie et de décider quoi faire de la propriété. J'ai arrivé à San Vicente un mardi d'octobre 2021. Le village était encore plus petit que ce dont je me souvenais. Une place centrale, une église blanche, peut-être 500 personnes au total. Tout le monde semblait se connaître et mon arrivée n'est pas passée inaperçue. Quand j'ai demandé au magasin des indications pour arriver à la finca des Montoya, mon nom de famille, la femme derrière le comptoir m'a regardé avec un mélange de curiosité et quelque chose que je n'ai pas su identifier à l'époque. Maintenant, je sais que c'était de la pitié. « Vous êtes le petit-fils de Don Aurelio ?» a-t-elle demandé. « Oui, madame, j'ai hérité de la propriété. » Elle a échangé un regard avec un homme plus âgé qui buvait du tinto au coin. Le silence s'est étendu, gênant. La finca est à environ 20 minutes en montant par la route non pavée, a-t-elle finalement dit. Mais il n'y a presque plus personne qui vit par là. Je n'y ai pas prêté plus d'importance. J'ai pris ma camionnette et suivi les indications. Le chemin était escarpé et rempli de trous. La végétation était si dense que parfois les branches frôlaient en les rétroviseurs. Plus je montais, plus le brouillard devenait épais. Quand j'arrivais enfin, la maison apparut comme un fantôme dans la brume. Une construction coloniale à 2 étages, avec des murs en adobe peints en blanc, bien que écaillés par le temps, et un toit en tuiles rouges couvert de mousse. Il y avait un large couloir avec des colonnes en bois, et derrière, les plantations de café s'étendaient jusqu'à disparaître dans la montagne. Le silence était absolu. Ni oiseaux, ni insectes, rien. Juste le vent murmurant entre les arbres. Je suis entré avec la clé que le notaire m'avait donnée. L'intérieur sentait l'humidité et le temps arrêté. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme si quelqu'un avait préparé la maison pour une absence qui n'a jamais pris fin. Il y avait des portraits anciens sur les murs. Mon grand-père jeune, ma grand-mère en robe à fleurs, des ancêtres que je ne reconnaissais pas me regardant depuis des cadres dorés. J'ai décidé de m'installer dans la chambre principale du 2e étage, celle qui, d'après mes souvenirs, avait appartenu à mes grands-parents. Elle avait un grand lit à baldaquin en bois sculpté, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur les caféiers. De là, je pouvais voir la montagne s'étendre jusqu'où la brume le permettait. Les 3 premières nuits furent tranquilles. J'ai passé mes journées à explorer la propriété, à nettoyer, à organiser de vieux papiers. J'ai trouvé des photographies, des lettres, des documents de vente datant de décennies. Mon grand-père avait été un homme méticuleux. J'ai aussi trouvé un carnet qui semblait être son journal personnel, mais il était écrit avec une calligraphie si serrée que j'avais du mal à la déchiffrer. Je l'ai mis de côté pour le lire tranquillement plus tard. C'est la 4e nuit que tout a commencé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause d'un bruit. Au début, je pensais que c'était le vent, mais ensuite je l'ai identifié clairement. Des pas dans le couloir du 2e étage. Des pas lents, délibérés, comme ceux de quelqu'un qui marche pieds nus sur le bois. Je suis resté immobile dans mon lit, le cœur battant.
Les pas se rapprochèrent de ma porte. J'ai attendu qu'ils frappent, que la poignée tourne, mais ils se sont simplement arrêtés devant ma chambre. Le silence est revenu. J'ai attendu 5 minutes complètes avant de me risquer à me lever. J'ai ouvert la porte brusquement, avec la lampe de mon téléphone allumée. Le couloir était vide. J'ai vérifié les autres pièces. Rien. Tout était comme je l'avais laissé. Je me suis convaincu que c'était mon imagination, le vieux bois craquant avec les changements de température. Je me suis rendormi. Mais la nuit suivante, cela s'est reproduit. Les mêmes pas, à la même heure, s'arrêtant devant ma porte. Cette fois, je me suis levé plus vite et suis sorti dans le couloir. Rien. La 3e fois que cela s'est produit, j'ai remarqué autre chose. Quand les pas s'arrêtaient devant ma porte, l'air devenait plus froid. Je pouvais voir ma propre respiration se condenser en petites nuages blanches. Et il y avait une odeur faible mais indéniable, terre mouillée et quelque chose de sucré comme des fleurs fanées. Je commençais à avoir peur, mais mon côté rationnel cherchait des explications. Peut-être y avait-il des courants d'air, peut-être des souris dans le grenier, peut-être que j'étais plus stressé que je ne le pensais et que mon esprit me jouait des tours. J'ai décidé de descendre au village pour acheter des provisions et peut-être poser quelques questions discrètes. Dans le magasin, la même femme que précédemment m'a servi. Cette fois, j'ai osé demander « Madame, vous connaissiez bien mon grand-père ?» « Bien sûr, mon fils. Don Aurelio était un homme bon, très réservé, mais une bonne personne. Et ma grand-mère, Doña... » Je me rendis compte que je ne savais même pas son nom complet. « Doña Clemencia », dit-elle, et quelque chose dans son ton changea. Elle est morte il y a environ 30 ans. Pauvre femme. Que lui est-il arrivé ? La femme hésita. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « Mon fils, il y a des choses dont on ne sait pas s'il vaut mieux en parler ou les laisser tranquilles. S'il vous plaît, incisai-je. J'ai besoin de savoir. Je vis seul dans cette maison. » Elle soupira profondément. « Votre grand-mère, Doña Clemencia, était très spéciale. Elle connaissait les plantes, les remèdes, les prières. Les gens du village venaient lui demander de l'aide. Mais il y avait aussi ceux qui disaient qu'elle savait des choses plus sombres, qu'elle pouvait faire des travaux. Je sentis un nœud dans l'estomac. Des travaux ? Des sorcelleries. Eh bien, mon fils, des liens, des nettoyages, des choses comme ça. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit de mal, ça c'est sûr. Mais il y avait des rumeurs. Et comment est-elle morte ? La femme baissa la voix jusqu'à la rendre presque un murmure. On dit qu'elle s'impliquait dans des choses très dangereuses, qu'elle essayait de contacter quelque chose qu'elle ne devait pas. Une nuit, son mari, Don Aurelio, la trouva dans le sous-sol de la maison. Elle était morte. On n'a jamais su exactement ce qui s'est passé. Le médecin a dit que c'était un arrêt cardiaque, mais Don Aurelio n'a jamais été le même. Il s'est enfermé dans cette propriété et descendait à peine au village. Et après ça, les rumeurs ont commencé à circuler sur ce qui se passait dans la maison. Quel genre de choses ? Des bruits, des lumières. Les gens qui passaient par le chemin la nuit disaient qu'ils voyaient des ombres aux fenêtres, bien qu'ils savaient que Don Aurelio était seul. Mais personne n'osait demander. On respecte ces choses, vous savez. Je suis sorti du magasin avec plus de questions que de réponses. Cet après-midi, de retour à la ferme, j'ai cherché le sous-sol. Je savais qu'il existait car je me souvenais vaguement avoir vu une porte en bois dans la cuisine quand j'étais enfant, mais on ne m'avait jamais laissé l'ouvrir. Je l'ai trouvé derrière le garde-manger. C'était une petite porte, avec un vieux cadenas déjà rouillé. Je l'ai forcé avec un marteau que j'ai trouvé dans le garage et la porte a cédé avec un long grincement glaçant. Derrière, il y avait un escalier en pierre qui descendait dans l'obscurité. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis descendu prudemment. Les marches étaient humides et glissantes. Le sous-sol était plus grand que je ne l'avais prévu. Les murs étaient en pierre, le plafond bas. L'air était dense et difficile à respirer. Il y avait des étagères avec des bocaux en verre remplis de liquides sombres, des herbes sèches, des choses que je ne savais pas identifier. Au centre de l'espace se trouvait une table en bois taché et autour d'elle, dessiné à la craie blanche sur le sol en terre, un cercle avec des symboles que je ne reconnaissais pas. Les bougies qui entouraient le cercle étaient consumées jusqu'à n'être que des flaques de cire noire. Et au centre exact du cercle se trouvait quelque chose qui me glaça le sang. Un ancien miroir placé face vers le haut, reflétant le plafond en pierre. Ce n'était pas un miroir normal.
Le verre avait une teinte verdâtre comme s'il était taché de l'intérieur. Et autour du cadre en bois sculpté, il y avait des inscriptions dans une langue qui semblait être le latin. Je me suis approché lentement, avec la sensation croissante que je ne devrais pas être là. Quand mon reflet est apparu dans le miroir, pendant une seconde, je jure que ce n'était qu'une seconde, j'ai vu autre chose. Ce n'était pas mon visage. C'était le visage d'une femme âgée, avec des yeux sombres et profonds qui me regardaient avec une intensité qui m'a traversé. Je reculais si vite que je trébuchais sur les escaliers. Je montais en courant, fermais la porte du sous-sol et traînais la table de la cuisine pour la bloquer. Mon cœur battait si fort que ma poitrine me faisait mal. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais dans le salon avec toutes les lumières allumées, le téléphone portable à la main prêt à appeler qui que ce soit, même si je savais qu'il n'y avait pas de couverture fiable dans la montagne. Mais rien ne se passa. Le silence était absolu. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais vu dans le miroir n'était que le fruit de mon imagination. Peut-être était-ce un effet de la lumière, une illusion d'optique causée par le vieux verre. Je me suis consacré à travailler dans le jardin, à réparer quelques tuiles lâches, n'importe quoi pour garder mon esprit occupé. Mais les pas nocturnes ont continué. Chaque nuit, à 3 heures précises du matin, j'entendais quelqu'un marcher dans le couloir. Et chaque nuit, le froid augmentait. Une semaine plus tard, j'ai trouvé le journal de mon grand-père jeté par terre dans le salon. Je l'avais laissé sur une étagère au 2e étage. Il était ouvert à une page spécifique, et la calligraphie, bien que difficile, était lisible dans cette section. Il disait « 15 mars 1991, Clémentia est obsédée par ce maudit miroir. Elle dit qu'il lui permet de voir au-delà, qu'elle peut parler avec ceux qui sont partis. Je lui ai supplié de le détruire, de l'enterrer, mais elle ne m'écoute pas. Hier soir, je l'ai trouvée dans le sous-sol encore une fois, murmurant des choses que je ne comprenais pas. Quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle m'a dit « avec ceux qui attendent de l'autre côté. J'ai peur, j'ai très peur de ce qui va se passer. » Je continuais à lire en sautant des pages. 3 avril 1991. Clémentia n'est plus la même. Il y a quelque chose de différent dans son regard. Parfois, quand elle parle, elle ne sonne pas comme elle. Sa voix a un écho, comme si 2 personnes parlaient en même temps. J'ai essayé d'appeler le père Gonzalo, mais elle devient furieuse chaque fois que je mentionne l'église. Et puis, la dernière entrée, 30 avril 1991. Je l'ai trouvée. Mon Dieu, je l'ai trouvée dans le sous-sol. Elle était devant le miroir, mais elle n'était pas seule. Il y avait quelque chose avec elle, quelque chose que je ne peux pas décrire. Quand je l'ai touchée, elle était froide. Elle ne respirait plus. Le miroir, le maudit miroir continuait de refléter son image, mais dans le reflet, elle continuait de bouger, continuait de parler. J'ai dû le couvrir, j'ai dû le sceller, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Elle est toujours ici. Je l'entends la nuit. Elle marche dans la maison comme si elle ne s'était jamais éloignée. Pardonne-moi, Clémentia. Pardonne-moi de ne pas t'avoir arrêté à temps. Je fermais le journal avec des mains tremblantes. Tout commençait à avoir du sens de la manière la plus terrifiante qui soit. Les pas n'étaient pas le fruit de mon imagination. Ma grand-mère, ou ce qu'il restait d'elle, était toujours dans cette maison. Et le miroir était la connexion. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je devais détruire ce miroir. Je suis descendu au sous-sol armé d'un grand marteau. J'ai déplacé la table de la cuisine qui bloquait la porte. J'ai descendu les escaliers et je me suis approché du cercle de craie. Le miroir était toujours là, face vers le haut, attendant. Cette fois, je n'ai pas regardé directement. Je l'ai couvert d'un vieux drap et je l'ai soulevé avec précaution. Il était incroyablement lourd pour sa taille. Je l'ai monté marche par marche jusqu'à la cuisine. Mon plan était de l'emmener dehors et de le briser, d'enterrer les morceaux loin de la maison. Mais alors que je traversais le salon vers la porte d'entrée, les lumières se sont éteintes. Toutes en même temps, avec un son électrique aigu qui m'a fait mal aux oreilles. La maison est restée dans l'obscurité totale. Seule la lumière de la lune entrait faiblement par les fenêtres. Et puis j'ai entendu les pas. Ils ne venaient pas du 2e étage. Ils venaient du sous-sol, montant les escaliers, rapidement, de plus en plus vite. Je courais vers la porte principale avec le miroir dans les bras. Elle était fermée. La clé ne tournait pas. J'ai essayé de toutes mes forces, mais elle ne cédait pas. Les pas sont arrivés à la cuisine. J'ai entendu la porte du sous-sol s'ouvrir brusquement. Je me suis retourné, le dos contre la porte. Dans l'embrasure entre la cuisine et le salon se tenait une silhouette. C'était une femme, ou la silhouette d'une femme.
Elle n'avait pas de traits définis, c'était comme une ombre tridimensionnelle, mais je savais qu'elle me regardait. « Donne-moi le miroir », dit une voix qui ne venait de nulle part et de partout en même temps. C'était la voix de ma grand-mère, mais distordue, comme si elle parlait du fond d'un puits. « Non », répondis-je, bien que ma voix soit sortie comme un murmure tremblant. La silhouette fit un pas en avant. La température baissa tellement que je pouvais voir du givre se former sur les fenêtres. « C'est à moi, ça a toujours été à moi, cela m'appartient. »« Tu es morte, dis-je, trouvant un peu de courage dans la terreur. Tu dois partir, tu dois te reposer. » Je ne peux pas partir, le miroir m'attache, il me garde ici. Mais il me donne aussi du pouvoir. Sais-tu ce que ça fait? Voir au-delà? Parler à ceux qui sont de l'autre côté? C'est beau et terrible en même temps. Ça te détruit. Ça t'a détruite. L'ombre s'arrêta. Pendant un moment, elle sembla hésiter. J'ai choisi cela, dit-elle. Mais maintenant sa voix sonnait différemment, plus humaine, plus triste. J'ai choisi de rester. Je ne voulais pas le laisser seul. À Aurelio, il avait besoin de moi. Il a souffert à cause de toi. Il a vécu dans la peur. Je sais, et je n'ai pas pu l'éviter. Le miroir ne me laisse pas seulement rester. Il m'oblige. Je suis prisonnière de mon propre choix. Je compris alors ce que je devais faire. Je ne pouvais pas détruire le miroir tant qu'elle était encore liée à lui. Je devais d'abord la libérer. « Que veux-tu » demandai-je. « Que veux-tu pour pouvoir partir ?» Le silence s'étira longtemps. Puis, qu'il me pardonne, qu'Aurelio me pardonne. Mon grand-père était mort depuis 1 an, mais peut-être... Je posai le miroir sur le sol avec précaution. Je sortis mon téléphone, remerciant d'avoir un peu de batterie. Je cherchais parmi mes photos jusqu'à en trouver une que j'avais prise quelques jours auparavant. Un portrait de mon grand-père accroché dans le bureau du 2e étage. Sur la photo, il regardait directement l'objectif avec une expression sérieuse mais pas dure. C'était le regard de quelqu'un qui avait beaucoup vécu, beaucoup souffert, mais qui conservait une certaine paix. Je levai le téléphone pour que l'ombre puisse voir. « Il a gardé ta photo dans sa chambre jusqu'au jour de sa mort », dis-je. C'était vrai. Il ne s'est jamais remarié. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Si je sais quelque chose, c'est qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné parce qu'il t'aimait. L'ombre resta immobile. Puis elle commença à changer. Elle cessa d'être une masse sombre et commença à prendre forme. Je vis le visage d'une femme âgée, ridée mais avec des traits bienveillants. Ses yeux étaient remplis de larmes qui ne pouvaient pas tomber. « Merci », murmura-t-elle. Et alors je vis quelque chose d'extraordinaire. Du miroir commença à émaner une lumière douce, dorée. L'ombre, ma grand-mère, s'avança vers elle comme hypnotisée. Quand elle toucha le verre, sa main ne s'arrêta pas à la surface. Elle traversa le miroir comme si c'était de l'eau. Son corps entier commença à se dissoudre dans cette lumière, comme de la fumée qui se disperse. « Repose-toi, dis-je. Repose-toi maintenant. » Elle me regarda une dernière fois, elle sourit, et disparut complètement dans le miroir. La lumière dorée s'éteignit. Le miroir redevint juste un objet ancien avec un verre verdâtre. Mais quelque chose avait changé. Il ne semblait plus menaçant. Il semblait vide, inerte. Les lumières de la maison se sont rallumées toutes seules. La température est revenue à la normale. J'ai entendu les grillons chanter dehors. Un son que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois en paix. Il n'y avait pas de pas. Il n'y avait pas de froid. Rien. Le lendemain, j'ai emmené le miroir au village. Le père Gonzalo, le prêtre de l'église, était un homme de 70 ans avec des mains tremblantes, mais un regard ferme. Je lui ai tout raconté. Il n'était pas surpris. Il m'a dit qu'il connaissait l'histoire de ma grand-mère, qu'il avait essayé de l'aider quand elle était encore vivante, mais elle avait rejeté son aide. Il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir, m'a-t-il dit. Ta grand-mère les a franchies parce qu'elle pensait pouvoir contrôler ce qu'elle trouverait de l'autre côté. Mais personne ne peut le contrôler. Nous pouvons seulement choisir de ne pas l'invoquer. Il a béni le miroir, a prié dessus. Puis il l'a enveloppé dans un tissu consacré et m'a aidé à l'enterrer dans le cimetière du village, sans pierre tombale, sans marque, juste de la terre. Je suis revenu à la ferme ce soir-là. L'air se sentait différent, plus léger. Ce soir-là, j'ai dîné dans le couloir en regardant la montagne pendant que le soleil se cachait derrière le brouillard. C'était magnifique. Les pas ne sont jamais revenus. La maison a cessé d'être froide.
Peu à peu, j'ai commencé à entendre des sons normaux, des oiseaux, des insectes, le vent entre les caféiers. La ferme a recommencé à se sentir vivante. J'ai trouvé d'autres entrées dans le journal de mon grand-père, des années après la mort de ma grand-mère. Dans celle-ci, il décrivait comment il avait essayé de vivre avec le poids de ce qui s'était passé, comment il avait choisi de rester à la ferme malgré la peur, parce qu'il sentait qu'il l'abandonnerait s'il partait. C'étaient des pages pleines de douleur mais aussi d'amour indéfectible. Maintenant, je comprends pourquoi mes parents n'ont jamais voulu revenir. Ils savaient probablement ou pressentaient que quelque chose d'obscur s'était produit ici. Mais je comprends aussi pourquoi mon grand-père m'a laissé cet endroit. Il voulait que quelqu'un de la famille revienne, qu'on ne laisse pas la maison mourir avec ses secrets. Je suis resté à la ferme 6 mois, comme je l'avais initialement prévu. Pendant ce temps, j'ai restauré la maison, nettoyé les caféiers, reconstruit des clôtures. C'était thérapeutique, guérisseur. Le village a commencé à se rapprocher à nouveau. Certains des anciens travailleurs qui connaissaient mon grand-père sont revenus offrir leur aide. La ferme a commencé à se sentir comme un foyer et non comme un mausolée. Avant de partir, j'ai conservé le journal de mon grand-père dans un coffre-fort que j'ai installé dans le bureau. Un jour, si j'ai des enfants, s'ils veulent connaître la vérité sur leurs ancêtres, ils pourront le lire. Mais je ne détruirai pas cette histoire. Elle mérite d'être rappelée non par l'horreur, mais par ce qu'elle enseigne sur les choix que nous faisons et les conséquences qu'ils entraînent. J'ai aussi appris quelque chose sur moi-même pendant ces mois. J'ai appris que le scepticisme a ses limites, qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent pas être expliquées par la logique ou la science, que parfois la foi, pas nécessairement religieuse, mais foi en quelque chose de plus grand que nous, est la seule chose qui nous maintient sains d'esprit. Lorsque j'ai finalement descendu pour la dernière fois ce chemin de montagne, la ferme était laissée derrière, enveloppée dans le brouillard habituel. Mais cette fois, cela ne semblait pas menaçant. Cela semblait en paix. J'ai loué la propriété à une jeune famille du village qui voulait se consacrer à la culture du café biologique. Je leur ai dit que la maison avait une histoire, mais pas les détails. Je leur ai dit de la traiter avec respect, de prendre soin d'elle. Ils ont accepté. De temps en temps, je reçois des photos d'eux. La maison a l'air bien entretenue. Les caféiers produisent. Il y a des enfants qui jouent dans le couloir où j'écoutais des pas nocturnes. Voir ces photos me remplit d'une étrange satisfaction. La ferme a enfin de nouveau de la vie. Parfois, quand je suis sur le point de m'endormir dans mon appartement en ville, je pense à ma grand-mère Clémencia. Je me demande si elle a trouvé la paix qu'elle cherchait de l'autre côté, si elle a enfin pu retrouver mon grand-père quelque part, où les miroirs n'ont pas d'importance et où les ombres n'existent pas. Je veux croire que oui. Je veux croire que l'amour, même après la mort, même à travers la terreur et l'obscurité, trouve le moyen de guérir ce qui est brisé. Il y a des nuits où je rêve de la ferme. Dans ces rêves, je marche dans le couloir du 2e étage et j'entends une voix chanter dans la cuisine. C'est la voix d'une femme âgée, chaleureuse et bienveillante, chantant de vieilles chansons en préparant du café. Quand je descends les escaliers pour voir qui c'est, il n'y a jamais personne. Mais l'arôme du café reste, et sur la table, il y a 2 tasses servies, encore fumantes. Je n'ai pas peur dans ces rêves. Je me sens accompagné. Peut-être ne sont-ce que des rêves, produits de mon subconscient traitant ce que j'ai vécu. Ou peut-être est-ce la façon dont ma grand-mère me dit que tout va bien, qu'elle repose enfin, qu'elle remercie pour ce que j'ai fait. Je ne le sais pas avec certitude. Mais j'ai appris à être en paix avec le mystère, à accepter que toutes les questions n'ont pas de réponse et que toutes les histoires n'ont pas de fin parfaitement close. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des forces dans ce monde que nous ne comprenons pas, des portes que nous ne devrions pas ouvrir, des reflets que nous ne devrions pas regarder. Et quand quelqu'un que nous aimons franchit ces lignes, la seule chose que nous pouvons faire est d'essayer de les ramener avec amour et pardon. Parce qu'à la fin, l'amour est la seule chose plus forte que la mort, plus forte que la peur, plus forte que n'importe quel miroir maudit ou ombre qui guette dans l'obscurité. C'est la leçon que ma grand-mère Clémence m'a enseignée sans le vouloir. Et c'est une leçon que je porterai avec moi le reste de mes jours. C'est tout ce que Sébastien a voulu partager avec moi. Il m'a dit que raconter son histoire faisait partie de son processus de guérison et qu'il espère que quelqu'un d'autre ayant vécu quelque chose de similaire trouve du réconfort en sachant qu'il n'est pas seul. Si cette histoire t'a fait penser à une expérience personnelle, j'aimerais que tu la partages dans les commentaires.
Parfois, parler de ces choses, aussi étranges soient-elles, nous aide à les traiter. Et si tu as apprécié ce récit, envisage de t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires comme celle-ci, envoyées par de vraies personnes ayant vécu l'inexplicable. Prends bien soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve pour la prochaine histoire. Un suiveur qui travaille comme conducteur d'ambulance m'a envoyé cette histoire il y a quelques jours, et honnêtement, cela m'a laissé sans voix. Si vous travaillez également de nuit, ou avez vécu quelque chose qui vous a fait douter de la réalité, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Ce témoignage vient de quelqu'un qui préfère s'identifier seulement comme Miguel, et ce qui lui est arrivé pendant une nuit de garde a complètement changé sa façon de voir le monde. Nous parlons d'un hôpital abandonné, d'un appel qui n'aurait jamais dû être répondu, et de quelque chose qui attendait dans l'obscurité. Si vous êtes facilement mal à l'aise, considérez cela comme un avertissement. Je travaille comme paramédic dans la ville depuis 7 ans. J'ai vu de tout. Des accidents brutaux, des morts violentes, des situations qui vous font remettre en question l'humanité. Je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre. J'avais complètement tort. Tout cela s'est passé il y a 2 ans, pendant un service de nuit en novembre. Je travaillais avec ma collègue Daniela, une femme d'une 40aine d'années avec plus d'expérience que moi, quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Ce soir-là, nous étions assignés à la zone nord de la ville, un secteur qui comprenait plusieurs vieux quartiers et quelques zones industrielles abandonnées. Il était 2h30 du matin lorsque nous avons reçu l'appel. Daniela a pris la radio pendant que je conduisais de retour à la base après avoir déposé un patient aux urgences. Unité 7, vous avez un code d'urgence. Patiente féminine, 32 ans, difficultés respiratoires sévères. Localisation, hôpital San Rafael, LA, 3e étage. Je suis resté figé. Daniela est également restée silencieuse, regardant la radio comme si elle avait mal entendu. Répétez la localisation, a-t-elle dit après quelques secondes. Hôpital San Rafael, LA, 3e étage, chambre 304. Daniela et moi nous sommes regardés. L'hôpital San Rafael avait été fermé depuis 5 ans. Je connaissais bien le bâtiment car ma mère y avait travaillé comme infirmière avant la fermeture. L'endroit était abandonné, supposément en cours de démolition qui n'avait jamais été achevé. Personne n'y vivait. Personne ne devrait y être. Centrale, confirmez l'adresse. L'hôpital San Rafael est fermé depuis des années, dis-je par radio. Il y eut des interférences. Puis une voix différente, pas celle de l'agent habituel. Une voix qui semblait étrange, comme si elle venait de très loin. Patient critique, nécessite une attention immédiate. Hôpital San Rafael, Est, 3e étage. Daniela prit la radio. Qui parle? Où est Carmen? Carmen était notre répartitrice ce soir-là. Plus de statique. Puis, le silence. Nous avons appelé directement le central depuis le portable. Carmen a répondu, confuse. Je ne vous ai envoyé aucun appel dans la dernière heure. De quoi parlez-vous? Nous lui avons expliqué ce que nous avions entendu. Elle a vérifié le système et nous a dit qu'il n'y avait aucun enregistrement de cet appel. Aucun appel à l'hôpital San Rafael. Rien. Ça doit être une interférence, dit-elle. Un signal croisé. Retournez à la base. Mais Daniela n'était pas convaincue. Et s'il y a vraiment quelqu'un là-bas, un sans-abri qui s'est introduit, un toxicomane qui a fait une overdose? Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Je ne voulais pas y aller. Quelque chose dans mon ventre me disait que c'était une mauvaise idée. Mais Daniela avait raison. S'il y avait ne serait-ce qu'une possibilité que quelqu'un ait besoin d'aide, nous devions vérifier. Je conduisais vers l'hôpital San Rafael. Il était en périphérie du centre, dans une zone qui avait été prospère il y a des décennies, mais qui était maintenant remplie de bâtiments vides et de rues sombres. L'hôpital était une immense structure de 5 étages, avec une architecture des années 60, tout en béton, et avec des fenêtres brisées. Il y avait une grille métallique entourant la propriété, mais elle avait des trous où il était clair que des gens s'étaient introduits. J'ai garé l'ambulance devant l'entrée principale. Les lumières d'urgence du véhicule illuminaient la façade du bâtiment, projetant des ombres inquiétantes. « C'est une mauvaise idée, dis-je. Je sais, mais entrons vite, vérifions le 3e étage et nous partons. Nous avons pris notre équipement et nos lampes de poche. La porte principale était ouverte, suspendue par une seule charnière.
Nous sommes entrés. L'odeur a été la première chose qui m'a frappé. Humidité, moisissure et quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique, comme de la viande en décomposition. Le hall était détruit. Le comptoir de la réception couvert de graffitis, les chaises brisées et dispersées, le sol rempli de débris et de déchets. Nos lanternes coupaient l'obscurité, révélant des morceaux de ce qui avait autrefois été un hôpital fonctionnel. Des brancards rouillés, du matériel médical ancien éparpillé partout, des panneaux tombés. À l'est, dit Daniela, en pointant un couloir à notre droite. Nous marchions lentement, nos pas résonnant dans le silence. Je pouvais entendre de l'eau goutter quelque part, et le vent siffler à travers les fenêtres brisées. Chaque ombre semblait bouger, chaque son semblait trop proche. Nous avons trouvé les escaliers. L'ascenseur ne fonctionnait évidemment pas. Nous avons commencé à monter. Les marches étaient couvertes de poussière et il y avait des empreintes récentes. Quelqu'un avait été ici. « Regarde !» chuchota Daniela, éclairant les empreintes. Elles étaient de pieds nus, petites, comme celles d'une femme. Et elles étaient humides, laissant des marques sombres dans la poussière. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Nous avons continué à monter. Le deuxième étage était aussi détruit que le premier. Mais quand nous sommes arrivés au troisième étage, quelque chose a changé. L'air se sentait différent, plus frais. Et il y avait une nouvelle odeur, à la fois sucrée et nauséabonde. « Chambre 304 », dis-je, en vérifiant les numéros sur les portes. Les portes des chambres étaient pour la plupart ouvertes, révélant des espaces vides remplis de débris. Mais quand nous sommes arrivés à la 304, la porte était fermée, et il y avait de la lumière qui filtrait en dessous. Daniela et moi nous sommes regardés. Elle a mis sa main sur la poignée. « Bonjour, nous sommes des paramédics. Y a-t-il quelqu'un ici ?» Il n'y eut pas de réponse. Elle a lentement ouvert la porte. La chambre était intacte, pas comme le reste de l'hôpital. Le lit était fait avec des draps propres. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table, et des bougies allumées, des dizaines d'entre elles, illuminant l'espace d'une lumière vacillante. Dans le lit se trouvait une femme. Elle était allongée sur le dos, complètement immobile, les mains croisées sur la poitrine. Elle portait une robe de chambre blanche. Ses cheveux sombres étaient étendus sur l'oreiller et sa peau était pâle, presque grise. « Madame ?» dit Daniela en s'approchant. Je restais à la porte, sentant que chaque instinct dans mon corps me criait de courir. Quelque chose n'allait pas, tout n'allait pas. Daniela se pencha sur la femme, vérifiant son pouls. Puis elle se redressa brusquement, faisant un pas en arrière. « Miguel, elle est froide, elle est morte, complètement rigide. » Je regardais de plus près. La femme ne respirait pas. Ses lèvres avaient une teinte bleuâtre, mais les bougies étaient allumées. Les fleurs étaient à fraîches. Quelqu'un avait préparé cette chambre récemment. « Nous devons appeler la police, que dis-je ?» C'est alors que la femme ouvrit les yeux. Daniela cria et trébucha en arrière. Je restais paralysé. La femme nous regardait directement, avec des yeux complètement noirs, sans blanc, sans iris, juste de l'obscurité. Elle s'assit sur le lit d'un mouvement rigide, antinaturel, comme une marionnette tirée par des fils. Son cou craqua avec le mouvement. « Ils sont arrivés », dit-elle d'une voix qui n'était pas humaine. C'était multiple, comme plusieurs voix parlant en même temps. Ils sont enfin arrivés. Daniela et moi avons couru. Nous sommes sortis de la chambre et avons couru vers les escaliers, nos lampes de poche rebondissant follement alors que nous descendions les marches deux par deux. Derrière nous, nous avons entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Et des pas lents, traînants, nous suivant. « J'ai attendu si longtemps », disait la voix, résonnant dans tout l'étage. « Si longtemps seul. Vous ne pouvez pas partir maintenant. » Nous sommes arrivés au deuxième étage et avons continué à courir. Mais lorsque nous sommes arrivés aux escaliers menant au premier, nous nous sommes arrêtés net. Il y avait une femme debout sur le palier. La même femme. Elle nous regardait d'en bas, avec ses yeux noirs. Comment ? Daniela n'a pas pu terminer sa phrase. La femme a commencé à monter les escaliers vers nous. Nous avons reculé vers le couloir du deuxième étage. Nous devions trouver une autre sortie. Nous avons couru dans les couloirs sombres, essayant de nous orienter. Derrière nous, les pas se multipliaient. Ce n'était plus seulement un, il y en avait beaucoup. Beaucoup de pas traînants, beaucoup de voix chuchotant. Nous avons trouvé un autre escalier au fond du bâtiment. Nous sommes descendus frénétiquement. Quand nous sommes arrivés au premier étage, nous avons réalisé que nous n'étions pas dans le hall principal. Nous étions quelque part dans l'aile est, perdus dans un labyrinthe de couloirs.
Par ici, ai-je dit, voyant une lumière au loin, lumière naturelle, une sortie. Nous avons couru vers elle. C'était une porte qui donnait sur l'extérieur, sur une cour arrière de l'hôpital. Nous sommes sortis et avons continué à courir, contournant le bâtiment vers l'endroit où nous avions laissé l'ambulance. Les pas nous suivaient. J'ai regardé en arrière et j'ai vu des silhouettes émergeant des ombres du bâtiment. Toutes des femmes, toutes vêtues de blouses d'hôpital, toutes avec ses yeux noirs. Il y en avait au moins 20. Nous sommes arrivés à l'ambulance. J'ai sauté à l'intérieur et démarré le moteur. Daniela venait à peine de fermer sa porte que j'ai accéléré, nous éloignant de là avec les pneus crissants. Dans le rétroviseur, j'ai vu des silhouettes rester immobiles devant l'hôpital, nous regardant partir. La dernière que j'ai vue était la femme de la chambre 304. Elle a levé une main, comme pour dire au revoir. J'ai conduit directement au poste de police le plus proche. Nous leur avons tout raconté. Ils nous ont regardés comme si nous étions fous, mais ils ont accepté de vérifier l'hôpital. Le lendemain, ils nous ont appelés. Ils avaient inspecté l'hôpital San Rafael. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas de bougies, pas de fleurs, pas de lit fait. La chambre 304 était vide, pleine de débris comme le reste du bâtiment. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un y ait été depuis des années. Mais il y avait autre chose. Ils ont examiné les dossiers de l'hôpital avant sa fermeture. La chambre 304 faisait partie de l'aile d'oncologie. La dernière patiente enregistrée dans cette chambre était décédée là en 2008. Son nom était Elena Carrasco. Elle est morte seule, au milieu de la nuit, alors que l'hôpital était évacué en raison d'une panne électrique massive. Personne n'était avec elle lorsqu'elle est décédée. Ils m'ont montré sa photographie du dossier. C'était la femme que nous avions vue. Daniela et moi avons été évalués psychologiquement. Nous avons subi des tests de dépistage de drogue. Tout était normal. Officiellement, notre histoire a été classée comme stress au travail et hallucination partagée. Mais je sais ce que j'ai vu. Daniela le sait aussi. Elle a quitté son travail 2 mois plus tard. Elle dit qu'elle ne peut plus, qu'à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit ses yeux noirs. J'ai continué à travailler, mais j'ai demandé un transfert dans une autre zone. Je n'accepte plus jamais d'appel dans la zone nord. Et jamais, sous aucune circonstance, je ne m'approche de l'hôpital San Rafael. La partie qui me hante le plus est l'appel original. J'ai enquêté par moi-même. J'ai parlé avec des techniciens de la centrale d'urgence. Ils m'ont dit que pour que cet appel arrive à notre radio, quelqu'un aurait dû le passer depuis un téléphone enregistré dans le système, l'un des téléphones d'urgence de l'hôpital. Mais tous ces téléphones ont été déconnectés lorsque l'hôpital a fermé en 2013. Tous, sauf un. Le téléphone de la chambre 304 n'a jamais été officiellement désactivé du système. Une erreur administrative. Techniquement, ce numéro était toujours actif dans les registres. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'étions pas allés. Si nous avions ignoré l'appel. Elena aurait-elle continué à attendre? Continuerait-elle à appeler, nuit après nuit, espérant que quelqu'un vienne? Ou pire, je me demande si nous sommes vraiment partis. Parce que depuis cette nuit-là, il y a des moments où je suis dans l'ambulance, en train de travailler, et j'entends quelque chose à la radio, de la statique, des voix lointaines, et parfois, très clairement, une voix qui dit « Vous n'êtes pas partis, vous êtes toujours ici avec moi ». Quand cela arrive, je vérifie les miroirs, et je jure que parfois je vois une silhouette sur le siège arrière de l'ambulance, une femme en blouse d'hôpital, me regardant avec des yeux qu'elle ne devrait pas avoir. Daniela m'a confié quelque chose avant de partir. Elle a dit qu'elle les voyait aussi, pas seulement dans l'ambulance, chez elle, dans la rue, toujours dans le coin de l'œil, toujours en train d'observer. Je pense qu'elle nous a marqués, m'a-t-elle dit. Je pense que quand nous sommes entrés dans cette pièce, quelque chose a changé, comme si nous avions franchi une ligne que nous ne devions pas franchir. Peut-être qu'elle avait raison, parce que je les vois plus souvent maintenant. Pas seulement Elena. Toutes elles, les femmes de l'hôpital. Parfois, elles sont debout dans des coins sombres quand je conduis la nuit. Parfois, je les vois refléter dans les fenêtres, toujours en train de regarder, toujours en train d'attendre. J'ai parlé avec des prêtres, avec des guérisseurs, avec quiconque voulait écouter. La plupart pensent que je suis fou, mais un vieux prêtre m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Il y a des endroits où la mort s'accumule, m'a-t-il dit. Où tant de personnes sont mortes, surtout des morts tristes, solitaires, que la frontière entre ce monde et l'autre devient mince.
Et parfois, ceux qui sont morts seuls sont si désespérés de compagnie qu'ils font tout pour attirer les vivants vers eux. « Que puis-je faire ?» lui ai-je demandé. « Rien. Une fois qu'ils t'ont vu, une fois que tu as répondu à leur appel, tu fais partie de leur monde. La seule chose que tu peux faire est d'apprendre à vivre avec ça. » Je ne sais pas si je dois le croire. Je ne sais plus quoi croire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un hôpital San Rafael dans cette ville qui devrait être démoli, qu'il devrait être réduit en décombres et en cendres. Mais ce ne sera pas le cas, parce qu'à chaque fois qu'une équipe de démolition s'approche, des choses étranges se produisent. Des accidents, des maladies soudaines. Le projet est annulé encore et encore. C'est comme si le bâtiment se protégeait lui-même, ou comme si ce qui est à l'intérieur ne voulait pas être dérangé. Parfois, je conduis là-bas la nuit, de loin, juste pour voir s'il est vide. Il ne l'est jamais. Il y a toujours des lumières au 3e étage, des lumières de bougies qui scintillent dans les fenêtres de la chambre 304. Et si je reste à regarder assez longtemps, je vois des silhouettes se déplacer derrière les vitres brisées. Des silhouettes qui semblent attendre, regardant à l'extérieur, cherchant quelqu'un d'autre pour répondre à leur appel. Mon conseil, si jamais vous recevez un appel d'urgence dans un endroit abandonné, en particulier un hôpital, n'y allez pas. Peu importe combien votre sens du devoir vous dit que vous devez aider. Certains endroits sont abandonnés pour une raison, et certains patients ne devraient jamais recevoir de visite. C'est tout ce que Miguel m'a partagé. Il continue de travailler comme paramédic, bien qu'il dise que chaque nuit de travail est un défi qu'il affronte avec peur. Si vous avez déjà travaillé dans le secteur de la santé et vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Ces histoires de travailleurs de nuit m'impactent toujours d'une manière spéciale. Si ce témoignage vous a plu, abonnez-vous pour plus de récits chaque semaine. Il y a beaucoup d'autres expériences qui attendent d'être racontées. Passez une bonne nuit. Et si vous travaillez de nuit, prenez bien soin de vous là-bas. Un abonné de la chaîne qui travaille dans le secteur de la santé m'a envoyé cette expérience qu'il a vécue il y a des années. Il a préféré ne pas donner son vrai nom, alors nous l'appellerons Daniel. Si toi aussi tu as travaillé en horaire de nuit dans des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraite, tu sais probablement que ces endroits ont une énergie différente lorsque la nuit tombe. Si tu as vu ou ressenti des choses que tu ne peux pas expliquer dans ton travail, surtout dans des lieux où la mort est fréquente, raconte-le-moi dans les commentaires. Ces histoires me semblent toujours les plus inquiétantes parce qu'elles viennent de personnes qui ne croient pas au paranormal jusqu'à ce qu'elles le vivent. Voici ce que Daniel a expérimenté pendant 3 mois en travaillant comme infirmier de nuit dans un hôpital pour enfants. Je suis diplômé en soins infirmiers avec la conviction d'aider les enfants. Je m'entendais toujours bien avec eux, j'avais la patience que le travail exigeait et je sentais que je pouvais faire une réelle différence dans leur vie pendant les moments les plus difficiles. Alors, quand on m'a offert un poste à l'hôpital pour enfants San Rafael, je l'ai accepté sans hésiter. L'hôpital était vieux. Construit dans les années 50, il avait été partiellement rénové, mais la structure originale subsistait. De longs couloirs avec des carreaux de sol usés, de hautes fenêtres avec des cadres en métal qui grinçaient avec le vent, et cette odeur caractéristique des vieux hôpitaux, désinfectant mêlé à quelque chose de plus, quelque chose que le temps laisse sur les murs. On m'a assigné au poste de nuit dans le service de pédiatrie, 11h du soir à 7h du matin. Ce n'était pas mon premier choix, mais les quarts de nuit payaient mieux et j'avais besoin d'argent pour payer mes prêts étudiants. Ma première nuit a été calme, trop calme. L'aile avait une capacité pour 30 patients, mais il n'y avait que 12 enfants hospitalisés cette nuit-là. La plupart dormaient profondément, sédatés ou simplement épuisés par leur traitement. Je parcourais les couloirs toutes les heures, vérifiant les moniteurs, ajustant les perfusions, m'assurant que tous étaient stables. L'infirmière qui m'a formé cette première semaine s'appelait Rosa. Elle avait presque 60 ans et travaillait dans cet hôpital depuis son inauguration. Elle était professionnelle, efficace, mais il y avait quelque chose en elle, une tension, comme si elle était constamment en alerte. « Il y a des règles pour le service de nuit », m'a-t-elle dit lors de ma 2e nuit. Non écrites, mais importantes. « Quel genre de règles ?» demandai-je, pensant qu'elle parlerait de procédures médicales. « Ne jamais laisser seule la chambre 307. Si un patient y est,
Vérifiez le plus fréquemment que d'habitude. Toutes les demi-heures, si possible. Pourquoi ? Elle m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Parce que les enfants dans cette chambre font des cauchemars. Tous, sans exception. Et certains ne se réveillent pas d'eux. Je pensais qu'elle était superstitieuse. Rosa appartenait à une autre génération, quand les gens croyaient davantage en ces choses. Mais c'était ma superviseure, alors j'ai acquiescé. Une autre chose, poursuivit-elle. Si tu entends un enfant pleurer dans le couloir, vérifie d'abord dans les chambres. Si tous les enfants dorment et que les pleurs continuent, ignore-les. Ne les cherche pas. Quoi ? Pourquoi pas ? Parce que tu ne trouveras pas un enfant. Et ce que tu trouveras, il vaut mieux le laisser en paix. Je ris nerveusement. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Elle ne sourit pas. J'espère que je plaisantais, Daniel. Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai vu des choses. J'ai appris qu'il y a des patients vivants et il y en a d'autres. Et pendant la nuit, il est parfois difficile de faire la différence. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. La 3e nuit, j'ai travaillé seul pour la première fois. Rosa avait son jour de congé. J'étais nerveux, non pas à cause de ces avertissements étranges, mais simplement parce que c'était ma première nuit sans supervision directe. Tout s'est bien passé jusqu'à 2 heures du matin. J'étais à la station de soins infirmiers, en train de mettre à jour les dossiers sur l'ordinateur, quand j'ai entendu des pleurs. C'était doux, étouffé, comme si cela venait de loin. Un petit enfant. Pas plus de 4 ou 5 ans, d'après le ton. Je me suis levé immédiatement. J'ai vérifié le panneau de surveillance qui montrait quelle chambre avait des patients. Ensuite, j'ai parcouru le couloir, vérifiant chaque chambre une par une. Tous les enfants dormaient. Profondément. Certains avec des moniteurs cardiaques affichant des rythmes stables et calmes. Aucun ne pleurait, mais les pleurs continuaient. Ils venaient du couloir, plus précisément du bout du couloir, où se trouvait la chambre 307. Je me suis rappelé les mots de Rosa. Si tous les enfants sont endormis et que les pleurs continuent, ignore-les. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'étais infirmier. Si un enfant pleurait, il fallait l'aider. C'était mon travail. Je suis allé jusqu'au bout du couloir. Les pleurs devenaient plus clairs, plus désespérés, comme si quelqu'un avait peur, perdu, dans le besoin. La chambre 307 était vide cette nuit-là, sans patients assignés. La porte était fermée mais pas à clé. Les pleurs venaient définitivement de l'intérieur. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être. Mais je l'ai tournée et j'ai ouvert la porte. La chambre était sombre sauf la lumière tamisée qui entrait du couloir. Je pouvais voir le lit vide, le moniteur éteint, la chaise près de la fenêtre où les parents s'asseyaient habituellement. Et sur cette chaise, il y avait un enfant. Il était petit, peut-être 4 ans. Il portait un pyjama d'hôpital bleu pâle, ses cheveux étaient foncés et en désordre. Il était assis avec les jambes pendantes, trop courtes pour toucher le sol, se balançant doucement d'avant en arrière. Et il pleurait. Doucement mais constamment. « Hé !» dis-je doucement en entrant dans la pièce. « Tu vas bien ? Comment es-tu arrivé ici ?» L'enfant ne répondit pas. Il continua à pleurer, se balançant. Je m'approchai davantage. « Où sont tes parents ? De quelle chambre viens-tu » Quand j'étais à quelques mètres, l'enfant cessa de pleurer brusquement. Et lentement, très lentement, il tourna la tête pour me regarder. Il n'avait pas d'yeux. Il n'y avait pas de cavité vide. Il n'y avait pas de cicatrice. Il n'y avait tout simplement pas d'yeux. Juste une peau lisse là où il devrait être. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il me regardait. « Aide-moi » dit-il d'une voix faible et brisée. « Ça me fait mal. Tout me fait mal. Aide-moi, s'il te plaît. » Je reculai sans réfléchir. Mon dos heurta la porte qui s'était fermée derrière moi. Je cherchai la poignée à l'aveugle sans détourner le regard de l'enfant. « Ça me fait très mal » répéta-t-il. Et il se remit à pleurer. Mais cette fois, des larmes coulaient là où devraient être ses yeux. Des larmes noires qui coulaient sur ses joues comme du pétrole. Je trouvai la poignée, je la tournai. Je sortis de la pièce en trébuchant et je claquai la porte. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je pris plusieurs respirations profondes, essayant de me calmer, essayant de trouver une explication logique. Peut-être était-ce un nouveau patient dont personne ne m'avait informé. Peut-être avait-il une maladie rare qui affectait ses yeux. Peut-être que les larmes noires étaient l'effet d'un médicament. Mais je savais que je me mentais à moi-même.
Je suis retourné en courant à la station d'infirmerie et j'ai vérifié tous les dossiers. Il n'y avait aucun patient de 4 ans hospitalisé dans tout le couloir. Aucun. Je regardais le couloir, vers la porte fermée de la chambre 307. Les pleurs avaient cessé. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit-là. Je suis resté à la station d'infirmerie, faisant des rondes toutes les 20 minutes mais évitant de m'approcher trop de la 307. Le lendemain matin, lorsque Rosa est arrivée pour le changement de garde, j'ai dû avoir l'air terrible parce que la première chose qu'elle a demandé a été « Tu l'as vu ?» Cela n'avait pas de sens de mentir. Il y avait un garçon, dans la 307, mais il n'avait pas les yeux, a-t-elle terminé. Je le sais, je l'ai vu 3 fois en toutes ces années, toujours dans cette chambre, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide. Qui est-ce ? Rosa a soupiré et s'est servi du café avant de répondre. Il y a 30 ans, avant l'introduction des nouvelles réglementations de sécurité, il y a eu un incendie dans cet hôpital. C'était la nuit. Un court-circuit dans le service de pédiatrie. Il s'est propagé rapidement. Nous avons évacué la majorité des enfants, mais il y en avait un enfant dans la chambre 307. Il avait 4 ans. Il était en traitement pour un cancer. Très faible. Il ne pouvait pas marcher sans aide. Il s'est arrêté pour prendre une gorgée de café. Ses mains tremblaient légèrement. La fumée était dense. Les infirmières de garde ne pouvaient pas voir. Quand elles ont finalement maîtrisé le feu et sont revenues chercher, elles l'ont trouvé. Toujours dans son lit. La fumée l'avait asphyxié. Mais avant de mourir, la chaleur intense lui a brûlé les yeux. Lorsqu'elles l'ont trouvé, il pleurait des larmes de sang mêlées à d'autres fluides. J'ai ressenti des nausées. Depuis ce jour, poursuivit Rosa, il apparaît, pas toutes les nuits, peut-être une fois par mois, toujours dans la chambre 307, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide qui est arrivée trop tard. Pourquoi ne ferme-t-on pas cette pièce ? Ils ont essayé. Pendant 2 ans, elle est restée fermée. Mais les enfants dans les chambres adjacentes faisaient des cauchemars. Toutes les nuits. Des cauchemars sur le feu, sur la fumée, sur l'impossibilité de respirer. Alors ils ont décidé de la rouvrir. C'est plus facile d'avoir la chambre ouverte et d'accepter que de temps en temps, il apparaisse. Je voulais démissionner. Je voulais partir et ne jamais revenir. Mais j'avais besoin du travail. Et une partie de moi, celle qui avait choisi cette profession, ressentait une obligation, même envers les patients qui n'étaient plus en vie. Les nuits suivantes, j'ai été plus prudent. Je suivais toutes les règles de Rosa. Je vérifiais la chambre 307 fréquemment quand il y avait des patients là-bas. Et quand elle était vide, je l'évitais complètement. Mais il y avait d'autres choses, des choses que Rosa n'avait pas mentionnées. Parfois, quand je marchais dans le couloir sombre à 3 heures du matin, j'entendais des pas derrière moi, petits, légers, des pas d'enfants. Mais quand je me retournais, il n'y avait personne. D'autres fois, les lumières clignotaient en séquence, comme si quelque chose d'invisible marchait dans le couloir, faisant faiblir chaque lumière brièvement à son passage. Et il y avait des moments où je ressentais une présence. Quelqu'un juste derrière mon épaule, si près que je pouvais sentir sa respiration. Mais quand je regardais, il n'y avait personne. Un jour, j'ai demandé à Rosa s'il y avait d'autres patients comme le garçon de la chambre 307. Elle m'a regardé pendant longtemps avant de répondre. « Daniel, cet hôpital a presque 70 ans. Pendant tout ce temps, des centaines d'enfants y sont morts. La plupart trouvent la paix. Ils partent. Mais certains restent. Ceux qui sont morts effrayés. Ceux qui sont morts seuls. Ceux qui sont morts sans comprendre ce qui leur arrivait. Ceux-là restent. Combien ? Murmurai-je. Je ne le sais pas exactement. Mais dans cette aile, pendant la nuit, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y en a au moins 5 dont je suis sûr qu'ils restent. L'enfant de la chambre 307 est le plus visible. Mais il y en a d'autres. Lesquels ? Il y a la fille de la salle de bain. Si tu entres dans la salle de bain des femmes du 2e étage après 2 heures du matin, tu la vois parfois, debout devant le miroir, se coiffant les longs cheveux. Si tu la regardes directement, elle disparaît. Mais si tu l'ignores et que tu utilises la salle de bain normalement, elle reste là, à se brosser, à se brosser. Elle ne finit jamais. Rosa semblait se souvenir de quelque chose de douloureux. Ensuite, il y a le garçon qui court. Nous ne connaissons pas son histoire. Mais parfois, vers 4 heures du matin, on entend des pas courir dans le couloir. Comme si quelqu'un jouait ou fuyait. Les pas vont d'un bout à l'autre, encore et encore, pendant exactement 15 minutes.
Et puis, il s'arrête. Et les autres? Il y a des jumeaux, un garçon et une fille, peut-être 7 ou 8 ans. Je les ai vus 2 fois. Ils sont toujours ensemble, toujours main dans la main. Ils marchent dans le couloir en regardant dans chaque pièce, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Ils n'entrent jamais dans les chambres. Ils regardent seulement. Et puis, ils continuent à marcher jusqu'à disparaître au bout du couloir. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Et voici le bébé, c'est le pire. Parfois, tu entends un bébé pleurer dans la salle de néonatologie vide. Tu ne devrais pas entrer quand tu entends ça. Tu ne trouveras jamais le bébé. Mais si tu entres et que tu cherches trop longtemps, on dit que quelque chose d'autre te trouve. Quelque chose qui n'est pas un bébé. Quelque chose qui utilise ce son uniquement pour attirer les gens. Je frissonnais. Comment peuvent-ils travailler ici en sachant tout cela? Rosa me sourit tristement. Parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que, malgré tout, cet hôpital est bon. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Et ceux que nous perdons, eh bien, peut-être méritent-ils que quelqu'un se souvienne d'eux, que quelqu'un reconnaisse qu'ils sont ici. J'ai continué à travailler là-bas, pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'avais besoin d'argent, et que, étrangement, j'ai commencé à comprendre ce que Rosa voulait dire. Les enfants fantômes n'étaient pas malveillants. Ils ne tentaient pas de nous faire du mal. Ils étaient simplement là, piégés dans leurs derniers moments de confusion, de douleur ou de peur, repetant leurs actions encore et encore parce qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. J'ai instauré une routine. Quand j'entendais l'enfant pleurer dans la chambre 307, j'entrais brièvement. Je ne m'approchais pas trop. Je disais simplement « Je suis désolé, j'espère que nous sommes arrivés à temps, mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Nous sommes tous là. » Les pleurs ne cessaient jamais, mais ils semblaient moins désespérés, plus doux. Quand j'entendais les pas courir, je me tenais dans le couloir et je laissais passer à côté de moi. Parfois je murmurais « Ça va, tu peux te reposer maintenant. Tu n'as pas besoin de continuer à courir. » Les pas ne s'arrêtèrent jamais. Mais il y avait des nuits où ils duraient moins de 15 minutes. Une nuit, environ 1 mois après avoir commencé, j'ai vu les jumeaux. J'étais en train de vérifier la chambre 315 quand je les ai vus passer dans le couloir, main dans la main, marchant lentement, regardant dans chaque chambre. Je suis sorti dans le couloir. « Bonjour », ai-je dit doucement. Ils se sont arrêtés. Ils ont tourné la tête pour me regarder. Leurs yeux étaient grands et tristes. « Qui cherchez-vous » ai-je demandé. La fille a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. Elle a seulement bougé ses lèvres formant un mot que j'ai pu lire. « Maman ». Mon cœur s'est un peu brisé. « Je suis désolé, dis-je. Je ne sais pas où est ta mère, mais elle vous aime. Je suis sûr de ça. Et il est bon que vous vous reposiez. Il est bon que vous arrêtiez de chercher. » Ils m'ont regardé pendant longtemps. Et puis, pour la première fois selon Rosa, ils ont fait quelque chose de différent. La petite fille leva sa main libre et me salua d'un petit geste, un adieu. Et ils disparurent. Ils ne s'estompèrent pas progressivement. Ils cessèrent simplement d'être là, comme s'ils n'avaient jamais existé. Rosa était excitée quand je lui ai raconté. « Ils n'avaient jamais fait ça », dit-elle avec des larmes aux yeux. « En 10 ans que je les vois, ils n'ont jamais changé leur motif. Peut-être ont-ils enfin pu partir. » Mais tout n'a pas été positif. Il y eut une nuit, près de mon 3e mois de travail, où tout a mal tourné. Nous avions un nouveau patient en 307. Un garçon de 6 ans avec une pneumonie sévère. Il était stable mais nécessitait une surveillance constante. Je vérifiais la chambre toutes les demi-heures, comme Rosa me l'avait appris. À 3 heures du matin, je suis entré pour ma ronde de routine. L'enfant dormait, connecté à son moniteur qui sonnait régulièrement. Tout était normal, mais il y avait quelque chose d'autre dans la chambre. Sur la même chaise où j'avais vu l'enfant sans yeux, il y avait une ombre. Ce n'était pas l'enfant fantôme. C'était quelque chose de différent, plus grand, plus sombre, une présence dense qui semblait absorber la lumière. Et elle était penchée sur le lit du patient, près de son visage, comme si elle lui susurrait quelque chose. L'enfant dans le lit commença à bouger, agité. Sa respiration s'accéléra. Le moniteur se mit à sonner plus vite, mais il ne se réveillait pas. « Non !» criai-je sans réfléchir. Je courus vers le lit et me mis entre l'ombre et l'enfant. « Laisse-le en paix !» La température de la pièce chuta brusquement. Je pouvais voir mon souffle.
Le moniteur commença à faiblir, émettant des bips erratiques. L'ombre se leva. Elle grandit. Elle s'étendit jusqu'à remplir le coin de la pièce. Et je ressentis quelque chose. Une malveillance, une intention. Pas comme la tristesse des enfants fantômes. C'était autre chose, quelque chose de vorace, quelque chose qui se nourrissait, cherchant désespérément quelque chose à faire. Et je me suis souvenu des mots de Rosa. C'est un bon hôpital. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Tu ne peux pas l'emmener, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Cet enfant va vivre, il va guérir, il va sortir d'ici. Ce n'est pas ton tour, ce n'est pas ton tour. L'ombre a pulsé, la pièce a vibré, et alors j'ai entendu des voix, plusieurs voix d'enfants chuchotant à l'unisson. Ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour. Les enfants fantômes, tous, ils étaient là. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je pouvais sentir leur présence. 5, 10, peut-être plus. Tous rassemblés, tous répétant les mêmes mots. L'ombre s'est contractée. Elle est devenue plus petite. Et avec un son comme de l'air s'échappant d'un ballon, elle a disparu. La température est revenue à la normale. Le moniteur s'est stabilisé. Et l'enfant dans le lit a poussé un profond soupir et s'est plongé dans un sommeil paisible. Je me laissais tomber sur la chaise, tremblant. Je pouvais sentir la présence des enfants fantômes encore là, m'entourant, me protégeant. « Merci », murmurait. Il n'y eut pas de réponse audible, mais je ressentis quelque chose, une chaleur, une acceptation. Et puis ils partirent aussi. Le lendemain matin, lorsque Rosa arriva et que je lui racontais ce qui s'était passé, elle pâlit. « Cette ombre, dit-elle. Je l'ai vue avant, rarement. Elle vient quand un enfant est très faible, très proche. Elle essaie d'accélérer le processus, de les emporter avant l'heure. Je n'avais jamais vu d'autres fantômes les défendre ainsi. Qu'est-ce que cette chose? Je ne sais pas. Quelque chose qui vit dans les hôpitaux, qui se nourrit de la mort, surtout de la mort prématurée. Quelque chose qui n'est pas humain et ne l'a jamais été. Je regardais vers la chambre 307. L'enfant était maintenant réveillé, prenant son petit déjeuner, riant avec sa mère qui était arrivée tôt. Il vivrait. L'ombre ne l'avait pas emporté. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 3 mois supplémentaires. Pendant ce temps, j'ai appris les schémas, les horaires, les emplacements. Je savais quand attendre quoi. Le garçon de la chambre 307 pleurait tous les 12 jours, toujours vers 2 heures du matin. Les pas courants avaient lieu les mardis et jeudis à 4 heures. La fille du miroir apparaissait chaque nuit, constante et silencieuse. Les jumeaux, je ne les ai jamais revus après cette nuit-là. Rosa pensait qu'ils avaient finalement trouvé la paix. Je voulais le croire. Et l'ombre est apparue 2 fois de plus. Mais à chaque fois, quand je m'interposais et appelais les enfants fantômes, elle se retirait. C'était comme s'il y avait un équilibre. L'ombre pouvait rôder, essayer, mais les esprits des enfants qui étaient restés protégeaient ceux qui vivaient encore. J'ai abandonné après ces 3 mois. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je ne pouvais pas le gérer, mais parce que je me suis rendu compte que ce travail, cet endroit, demandait quelque chose de moi que je n'étais pas prêt à donner à long terme. Rosa comprendit. « Cet endroit n'est pas pour tout le monde, dit-elle lorsque je lui ai remis ma démission. Et ce n'est pas mal de l'admettre. Tu as fait plus ici en 3 mois que certains en années. Les enfants, tous les enfants, se sentent plus en sécurité quand tu es là. » « Trouveront-ils quelqu'un pour me remplacer ?» demandai-je. Finalement, nous le faisons toujours. Cet hôpital survit parce qu'il y a des gens prêts à travailler dans l'obscurité, littéralement et figurativement. Ma dernière nuit à l'hôpital fut calme. J'ai fait mes rondes comme d'habitude. J'ai vérifié chaque patient. Je me suis assuré que tous étaient à l'aise et en sécurité. Quand est arrivée ma dernière heure, j'ai parcouru le couloir vide une dernière fois. Je me suis arrêté devant la chambre 307. La porte était ouverte. La pièce était vide et sombre. « Au revoir », dis-je à voix basse. « Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Mais quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un qui se soucie. Il y aura toujours quelqu'un. » Depuis l'obscurité de la pièce, j'ai entendu un murmure, si doux que je l'ai presque imaginé. « Merci ». Ce n'était pas la voix de l'enfant sans yeux. C'était quelque chose de plus. Une collection de voix. Tous les enfants qui sont restés. Tous ensemble. « De rien », répondis-je. Et je partis.
5 ans ont passé depuis lors. Je travaille dans un autre hôpital maintenant. Service de jour. Elle des adultes. C'est plus facile, moins compliqué, sans fantômes que je sache. Mais parfois, quand je travaille tard et que les couloirs sont vides et silencieux, j'entends de petits pas, pas d'enfants, et je ressens une présence familière, comme si quelque chose m'avait suivi, comme si les enfants fantômes de l'hôpital San Rafael ne m'avaient pas terminé. Cela ne me fait pas peur. D'une certaine manière, c'est rassurant, savoir qu'ils sont là, qu'ils continuent de protéger, que l'équilibre perdure. Et chaque 17 novembre, anniversaire de cet incendie il y a 30 ans, j'allume une bougie, je la laisse brûler toute la nuit, et je dis une prière pour l'enfant de la chambre 307, pour les jumeaux qui cherchèrent leur mère, pour la fille du miroir, pour tous les enfants qui sont restés quand ils auraient dû partir, parce qu'il faut que quelqu'un se souvienne d'eux. Quelqu'un doit reconnaître qu'ils ont existé, qu'ils ont compté, et que, à leur manière étrange et tragique, ils comptent encore. C'était l'expérience que Daniel a partagée avec moi. Il me dit qu'il ressent encore parfois la présence de ses enfants fantômes, comme s'ils maintenaient une connexion avec lui. Si vous avez travaillé dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des morgues ou tout endroit où la mort est fréquente, et si vous avez vécu des choses inexplicables, j'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires. Parfois, les lieux où la vie se termine deviennent des endroits où certains ne peuvent pas partir. Prends soin de toi et rappelle-toi que tous ceux qui restent ne cherchent pas à nous faire du mal. Certains ont simplement besoin d'être rappelés. On se retrouve dans la prochaine histoire. J'ai reçu cette histoire d'un abonné en Argentine qui travaille comme bibliothécaire dans une ancienne université de Buenos Aires. Il préfère que je l'appelle Fernando. Si jamais vous avez trouvé un livre qui semblait contenir un savoir qui ne devrait pas exister, ou si vous avez ressenti qu'un texte ancien exerçait une certaine influence sur vous, partagez-le dans les commentaires. Les histoires sur des textes maudits me fascinent. Ce que Fernando a découvert dans les archives oubliées de sa bibliothèque l'a amené à comprendre qu'il existe des livres écrits avec des intentions obscures et que certaines connaissances vaudraient mieux rester enterrées. Je m'appelle Fernando, j'ai 44 ans et je travaille comme bibliothécaire à l'Université nationale de Buenos Aires depuis 18 ans. Je suis une personne méthodique, organisée, qui trouve la paix entre les livres et le silence des salles de lecture. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 2 ans et demi, et depuis, ma relation avec les livres, en particulier les anciens, n'a jamais été la même. La bibliothèque où je travaille se trouve dans un bâtiment historique du quartier de Recoleta. Elle a été construite en 1889 et est une bibliothèque universitaire depuis 1920. Elle a 5 étages visibles et 2 sous-sols. Les étages supérieurs sont modernes, bien éclairés, remplis d'étudiants, mais les sous-sols sont différents. Surtout le 2e sous-sol, le niveau le plus profond, où nous conservons les archives historiques, les manuscrits anciens et les livres que plus personne ne consulte. J'étais le seul bibliothécaire ayant un accès régulier au 2e sous-sol. La plupart de mes collègues l'évitaient. Ils disaient que c'était déprimant, sombre, que ça sentait l'humidité et le vieux papier. Mais moi, j'aimais ça. Il y avait une qualité méditative à marcher entre ces étagères remplies de connaissances oubliées. Tout a commencé en septembre 2021. L'université avait reçu un grand don de livres anciens d'une collection privée. Le propriétaire était décédé et ses héritiers voulaient se débarrasser de sa bibliothèque personnelle. C'étaient des centaines de volumes, certains du 19e siècle, d'autres même plus anciens. Mon travail consistait à cataloguer la collection, à déterminer ce qui était précieux et ce qui était en double, et à trouver l'endroit approprié pour chaque livre. C'était un projet qui me prendrait des mois, mais j'en profitais. Chaque livre était un petit monde attendant d'être redécouvert. J'étais en train de cataloguer le don à une table de travail au 2e sous-sol quand j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une boîte qui n'était pas dans l'inventaire officiel. Elle était en bois sombre, presque noir, avec des motifs sculptés que je ne reconnaissais pas. Et elle était fermée par un vieux cadenas rouillé. « Et curioso » murmuré. J'ai cherché la clé parmi les objets qui avaient été donnés, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai utilisé un pied de biche pour casser le cadenas. Quand j'ai ouvert la boîte, une odeur étrange s'est échappée. Ce n'était pas simplement l'odeur d'un vieux livre, c'était quelque chose de plus, doux mais aussi métallique,
comme du sang séché mélangé à de l'encens. À l'intérieur, il y avait un seul livre. Il était grand, à peu près de la taille d'un atlas, avec environ 500 pages. La couverture était en cuir noir, craquelée par les années. Il n'avait pas de titre visible sur la couverture ou le dos. Juste des symboles gravés qui semblaient alchimiques ou kabbalistiques. Je l'ai sorti avec précaution. Il était lourd, beaucoup plus que ce qu'il devrait être pour sa taille. Et il était froid au toucher, bien que le sous-sol soit chaud et humide. J'ai ouvert le livre à une page au hasard. Le texte était écrit à la main dans une encre brun foncé qui aurait pu être du sang. La langue était un mélange étrange. J'ai reconnu un peu de latin, mais il y avait d'autres mots dans des langues que je n'ai pas identifiées. Et il y avait des diagrammes. Des cercles complexes remplis de symboles, des figures géométriques impossibles, et ce qui semblait être des instructions pour des rituels. Mes mains ont commencé à trembler en tournant les pages. Pas par peur encore, mais par excitation académique. C'était quelque chose de spécial, quelque chose de rare. Possiblement un grimoire, un de ces livres de magie médiévale que les occultistes utilisaient. Précieux, ai-je pensé. Cela devrait être dans une collection spéciale, pas dans une boîte non cataloguée. Je fermai le livre et cherchai une indication de son origine. Sur la première page, écrit dans une calligraphie élaborée, il y avait un titre. Liber Tenebris, le livre des ombres. Et en dessous, en lettres plus petites, écrit de la main de Sébastian Mora, année de notre Seigneur 1724, que celui qui lit ces mots comprenne le prix du savoir. Sébastian Mora. Le nom me semblait familier. Je cherchais dans les archives historiques de l'université, et je le trouvais. Sébastian Mora avait été un académicien jésuite dans la Buenos Aires coloniale. Mais il avait été expulsé de l'ordre en 1722 pour pratiques incompatibles avec la foi. Les archives ne précisaient pas quelles pratiques exactement. Il y avait plus d'informations. Mora avait disparu en 1725, un an après avoir écrit ce livre selon la date sur la couverture. Sa maison avait été trouvée vide, avec des signes de lutte. Il n'a jamais été retrouvé, vivant ou mort. Et sa collection de livres et d'objets personnels avait été confisquée par l'Inquisition et supposément détruite. Mais ce livre avait survécu. Il avait passé de main en main pendant presque 3 siècles, finissant finalement dans la collection privée que nous venions de recevoir. J'aurais dû le signaler à mes supérieurs immédiatement. J'aurais dû le mettre sous clé dans la section des livres rares. Mais la curiosité m'a emporté. Je voulais savoir ce qu'il contenait. Quel savoir avait été si dangereux que l'Inquisition avait tenté de le détruire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis resté dans le sous-sol avec le Liber Tenebris. J'avais une lampe de bureau et mon carnet de notes. J'ai commencé à traduire le texte méthodiquement. Les premiers chapitres parlaient de la nature de la réalité. Mora soutenait que le monde visible n'était qu'une coquille, une illusion, qu'il y avait des couches plus profondes d'existence, des dimensions qui se superposaient à la nôtre mais qui étaient invisibles au sens normaux. Jusque-là, rien de trop inhabituel. De nombreux textes ésotériques anciens parlaient de réalité cachée. Mais ensuite, je suis arrivé au 3e chapitre, intitulé « Du contact avec l'invisible ». Là, Mora décrivait des méthodes pour épaissir le voile entre les dimensions, des rituels spécifiques, utilisant des mots de pouvoir, des symboles dessinés avec des matériaux spécifiques, réalisés à des moments astrologiques précis. Il disait qu'en effectuant ces rituels, on pouvait voir et éventuellement communiquer avec les entités qui habitaient ces autres dimensions. Mais attention, écrivait Mora, toutes les entités ne sont pas bienveillantes. Certaines sont neutres, indifférentes à l'humanité. D'autres sont activement hostiles. Et les plus dangereuses sont celles qui feignent l'amitié, qui offrent connaissance et pouvoir, mais qui demandent des prix qui ne se comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Je continuais à lire, fasciné. Mora décrivait ses propres expériences. Comment il avait commencé avec des rituels mineurs, contactant ce qu'il appelait des esprits mineurs ou des échos. Mais il avait progressivement progressé vers des entités plus puissantes. Et alors je trouvais un passage qui me fit m'arrêter. En l'année 1723, j'ai réalisé le rituel du seuil. J'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Ce qui est venu à travers, je n'ai pas de mots adéquats. Ce n'était pas démoniaque au sens traditionnel. C'était quelque chose de plus ancien, de plus fondamental. Il m'a offert une connaissance absolue, une compréhension complète des mystères de l'univers. Tout ce que j'avais à faire était de lui permettre de s'ancrer dans notre réalité,
d'utiliser mon corps comme point d'entrée. J'ai presque accepté. La connaissance qu'il me montrait était enivrante. Mais au dernier moment, j'ai vu la vérité. Si je lui permettais d'entrer complètement, je cesserais d'exister. Je serais consumé, remplacé, et l'entité utiliserait ma forme pour amener d'autres de sa sorte. J'ai réussi à fermer le portail, mais pas complètement. Une fissure est restée, et à travers cette fissure, l'entité peut encore chuchoter. Elle peut encore tenter. Elle peut encore corrompre ceux qui sont assez fous pour écouter. C'est pourquoi j'écris ce livre, comme avertissement, comme confession et comme sceau. Les mots dans ce livre contiennent du pouvoir, mais ils contiennent aussi des liens. Tant que ce livre existera, la fissure restera petite, contrôlée. Si ce livre est détruit, la fissure s'élargira. Mais si quelqu'un lit le livre en entier, en réalisant les rituels dans l'ordre, la porte s'ouvrira à nouveau. Ne lisez pas au-delà de ce point, vous avez déjà trop vu. Fermez ce livre, brûlez-le si vous le pouvez, enterrez-le si vous ne pouvez pas le détruire, mais ne lisez pas plus. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû fermer le livre là, mais la curiosité est un poison séduisant. Juste un peu plus, me suis-je dit, juste pour comprendre. J'ai tourné la page. Le 4e chapitre commençait par le rituel exact que Mora avait utilisé, le rituel du seuil. Instructions étape par étape, symboles à dessiner, mots à prononcer, moments spécifiques où le rituel était le plus efficace. En le lisant, j'ai ressenti quelque chose, une présence, comme si quelque chose de l'autre côté prêtait attention, comme si en lisant simplement les mots, j'établissais une connexion. Ridicule, me suis-je dit. Ce ne sont que des mots dans un vieux livre, ils n'ont pas de pouvoir réel. Mais le sous-sol semblait soudain plus froid, et dans le silence absolu, j'ai juré que je pouvais entendre quelque chose, un murmure à peine audible, comme si quelqu'un parlait dans une pièce lointaine. J'ai refermé le livre brusquement. Mon cœur battait vite. J'ai regardé autour du sous-sol. J'étais seul. Bien sûr que j'étais seul. Il était minuit, le bâtiment était fermé, j'étais le seul à avoir la clé du 2e sous-sol. Mais la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Et ce murmure, je pouvais encore l'entendre, pas avec mes oreilles, mais dans mon esprit. Des mots dans une langue que je ne connaissais pas, mais que d'une certaine manière je comprenais. Curieux, murmurait-il, affamé de connaissances, comme Mora, comme tous ceux qui trouvent ce livre. Nous voulons t'enseigner, nous voulons te montrer. Tu dois juste lire, tu dois juste comprendre. Et alors tu verras tout. Je me suis levé si rapidement que j'ai renversé la chaise. J'ai pris le livre et l'ai remis dans sa boîte en bois. J'ai fermé le couvercle, bien que le cadenas soit cassé, et je l'ai mis dans un placard fermé où nous gardions des matériaux particulièrement délicats. Je suis sorti du sous-sol presque en courant. J'ai monté les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, je suis sorti du bâtiment, et je ne me suis pas arrêté avant d'être dans la rue, sous les lumières et entouré de gens et de trafic. Mes mains tremblaient. Ce n'était que ton imagination, me suis-je dit. Tu as lu un texte suggestif tard dans la nuit dans un sous-sol sombre. Ton esprit a créé le reste, mais je ne pouvais pas y croire. J'avais ressenti quelque chose de réel, quelque chose qui m'avait touché lorsque j'avais lu ces mots. Les jours suivants, j'ai essayé de me comporter normalement. J'ai travaillé sur d'autres projets de catalogage, aidé des étudiants, fait mes tâches routinières, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au livre. Les mots que j'avais lus résonnaient encore dans mon esprit. Les diagrammes continuaient d'apparaître lorsque je fermais les yeux. Et les chuchotements n'étaient pas partis. Ils étaient plus faibles maintenant que j'étais loin du livre, mais ils étaient encore là. Dans des moments de silence, au bord du sommeil, je pouvais les entendre, tentant, promettant, appelant. Une semaine après l'incident, je suis descendu au 2e sous-sol à nouveau. Je me suis dit que c'était juste pour vérifier l'humidité, que certains livres anciens avaient besoin d'attention. Mais je savais la vérité. Je voulais voir le livre à nouveau. Je l'ai sorti du placard. La boîte en bois semblait plus chaude maintenant, vibrant subtilement sous mes doigts. Quand je l'ai ouverte, le livre semblait différent. Les symboles sur la couverture brillaient faiblement, ou peut-être n'était-ce que mon imagination. Juste une page de plus, me suis-je dit, juste pour vérifier quelque chose que j'ai lu. J'ai ouvert le livre là où je l'avais laissé, le rituel du seuil. J'ai lu plus attentivement cette fois. C'était complexe mais pas impossible à réaliser. Cela nécessitait plusieurs matériaux,
Du sel, de la craie rouge ou du sang, des bougies noires et certains symboles dessinés sur le sol dans une configuration spécifique. Purément académique, me dis-je en copiant les diagrammes dans mon cahier, juste pour comprendre ce que faisait Mora. Mais pendant que je copiais, quelque chose d'étrange se produisit. Ma main commença à bouger plus vite, presque automatiquement. Les symboles coulèrent de ma plume comme si je les avais dessinés 1000 fois auparavant. Et pendant que je dessinais, les murmures devinrent plus clairs. « Oui, disait-il, tu comprends, tu es prêt, tu dois juste compléter le rituel, tu dois juste ouvrir la porte, et nous te montrerons des merveilles au-delà de ton imagination. » Je m'arrêtai, laissant tomber la plume. « Non, dis-je à haute voix, je ne vais pas faire le rituel. Je suis juste en train de l'étudier. » Mais les murmures rirent. Un son sans humour, plus comme le vent entre des feuilles sèches. Tout le monde dit ça. Mora a dit ça. Mais la curiosité gagne toujours. Le désir de savoir, de comprendre, d'expérimenter. C'est la nature humaine. Et tu es déjà allé trop loin pour t'arrêter maintenant. Je fermai le livre violemment. Mais je savais qu'ils avaient raison. Une partie de moi voulait faire le rituel. Je voulais voir si cela fonctionnait. Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est de la folie, me dis-je. Ce sont les pensées de quelqu'un qui a perdu la raison. Je dois me débarrasser de ce livre avant de faire quelque chose de stupide. Je décidai que le livre devait être placé sous une garde appropriée. J'appelai le département des livres rares de la Bibliothèque nationale. Je leur expliquai que nous avions un grimoire du XVIIIe siècle qui nécessitait une préservation spécialisée. Ils vinrent une semaine plus tard. 2 spécialistes, le docteur Ramirez et la docteure Soto. Je leur montrai le livre. Tous deux pâlirent visiblement en le voyant. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda le docteur Ramirez d'une voix tendue. « Il est venu avec un don privé. Pourquoi? Est-ce que vous le reconnaissez ?»« Pas ce livre spécifiquement, mais son type, oui, » a déclaré la docteure Soto. Il existe des enregistrements de plusieurs grimoires similaires apparaissant tout au long de l'histoire. Tous écrits par différentes personnes à différentes époques, mais avec un contenu étonnamment similaire. Comme si plusieurs personnes avaient canalisé le même savoir. « C'est précieux ?» ai-je demandé. « Précieux et dangereux », répondit le docteur Ramirez. « Ces livres ont une histoire. Les personnes qui les lisent tendent à se détériorer mentalement. Certains deviennent obsessionnels, d'autres ont des collapsus psychotiques. Certains disparaissent simplement. Vous suggérez donc que le livre est maudit ? Je suggère qu'il contient des informations que l'esprit humain n'est pas équipé pour traiter, dit la docteure Soto. Appelons cela une malédiction. Appelons cela un danger informationnel. Le résultat est le même. Ce livre ne devrait pas être lu. Que faites-vous donc avec ? Nous le scellons. Nous avons un coffre-fort spécial pour des textes comme celui-ci. Climatisation contrôlée, accès restreint, multiples couches de sécurité. Le docteur Ramirez me regarda avec sérieux. « L'avez-vous lu ?» J'hésitais, puis je hochai la tête. Une partie. Les 4 premiers chapitres. Les 2 spécialistes échangèrent des regards inquiets. « Avez-vous ressenti des effets secondaires ?» demanda la docteure Soto. « Des chuchotements, des visions, des impulsions inhabituelles ?»« Moi, oui, un peu. Ça passera avec le temps. Maintenant qu'il sera éloigné du livre, m'assura-t-elle. L'effet est plus fort en proximité physique. Une fois que le livre sera dans le coffre, les symptômes devraient s'estomper. Ils ont emporté le Liber Tenebris ce même jour. J'ai vu comment ils l'enveloppaient dans un tissu spécial, le mettaient dans une boîte scellée et le chargèrent dans leur véhicule. J'ai ressenti du soulagement, mais aussi une étrange sensation de perte, comme si une partie de moi ne voulait pas laisser partir le livre. Les murmures ont continué pendant plusieurs semaines de plus, chaque jour un peu plus faible. Le docteur Soto avait raison. La distance aidait. 2 mois après l'incident, j'ai enfin cessé de les entendre complètement. Ou presque complètement. Il y a encore des moments, surtout tard dans la nuit quand le monde est silencieux, où je peux entendre des échos. Très faibles, à peine perceptibles, mais là. Comme si quelque chose de l'autre côté se souvenait encore de mon nom. Savait encore qu'une fois j'avais lu ces mots. J'ai enquêté davantage sur le phénomène après que le livre soit parti. J'ai découvert que le docteur Soto n'avait pas exagéré. Il y avait des dizaines de cas documentés de personnes à travers l'histoire qui avaient trouvé des grimoires similaires. Des universitaires, des occultistes, simplement des personnes curieuses. Beaucoup avaient mal fini. Certains sont devenus fous.
parlant d'entités que seuls eux pouvaient voir. D'autres avaient réalisé les rituels décrits dans les livres et avaient disparu, ou avaient été retrouvés morts dans des circonstances étranges. Et quelques-uns avaient changé, leur personnalité fondamentalement altérée, comme si quelque chose d'autre regardait à travers leurs yeux. Qu'est-ce que Mora avait contacté? Qui avait-il de l'autre côté du seuil? Je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai des théories. Je pense qu'il y a des choses qui existent dans des couches de réalité que nous ne percevons normalement pas. Des dimensions parallèles, des plans d'existence alternatifs, peu importe comment vous voulez les appeler. Et je pense que certaines pratiques, certaines connaissances, peuvent amincir la barrière entre notre monde et ces autres lieux. Et les choses de l'autre côté sont conscientes de nous. Elles nous observent, elles nous étudient. Et occasionnellement, quand quelqu'un est assez stupide ou curieux pour ouvrir une porte, elles essaient de traverser. Il n'y a pas de démons au sens religieux traditionnel. Ce sont quelque chose de différent. Des entités avec une intelligence, mais avec des motivations et des façons de penser complètement étrangères aux nôtres. Et elles veulent entrer dans notre monde, peut-être parce que le leur est d'une certaine manière moins habitable, ou peut-être simplement parce que c'est dans leur nature de s'étendre, de coloniser, de conquérir. Des personnes comme Mora, comme d'autres, à travers l'histoire, ont découvert les méthodes pour contacter ces entités. Et chaque fois que quelqu'un le fait, la barrière s'affaiblit un peu plus, comme un barrage avec de petites fissures qui s'étendent progressivement à chaque pression. Un jour, peut-être, suffisamment de personnes auront réalisé suffisamment de rituels, suffisamment de fissures se seront ouvertes, et la barrière s'effondrera, et alors ce qui est de l'autre côté viendra en masse. Ou peut-être que je suis paranoïaque, peut-être que tout était dans ma tête. Un épisode psychotique mineur induit par la suggestion et le travail nocturne dans des conditions d'isolement. Mais je ne le crois pas. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais que le Liber Tenebris était plus qu'un vieux livre avec des idées étranges. Il contenait quelque chose. Un fragment d'une chose plus grande et plus terrible. Et ce fragment existe encore, scellé dans un coffre-fort, attendant le prochain curieux assez idiot pour ouvrir ses pages et lire ces mots. J'espère que cette personne ne viendra jamais. J'espère que le livre restera enterré, oublié, perdu dans les archives où les livres dangereux vont mourir. Mais je sais qu'éventuellement quelqu'un le trouvera. Quelqu'un le fait toujours, parce que la curiosité humaine est infinie, et le désir de connaissance interdite est une tentation que peu peuvent résister. J'espère juste que lorsque cette personne lira le livre, elle aura la sagesse de le fermer avant d'aller trop loin, avant que les murmures ne commencent, avant que la porte ne commence à s'ouvrir. Parce qu'une fois que vous commencez ce chemin, il est très difficile de revenir en arrière, et ce qui attend de l'autre côté n'oublie jamais, ne lâche jamais prise. Il est toujours là, chuchotant, attendant, prêt pour le moment où vous baisserez votre garde. Ainsi se termine le témoignage de Fernando. Il m'a dit que depuis lors, il a été beaucoup plus prudent avec les livres anciens qu'il catalogue, en particulier ceux provenant de collections privées sans documentation claire. Le Liber Tenebris reste dans le coffre-fort de la Bibliothèque nationale et Fernando n'a pas l'intention de le revoir. Si jamais vous avez trouvé un livre ou un texte qui semblait exercer une certaine influence sur vous, qui vous faisait ressentir ou penser des choses étranges, partagez-le dans les commentaires. Ces objets existent plus que nous ne le pensons. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous pour plus de contenu chaque semaine. Et faites attention aux livres que vous choisissez de lire. Certaines connaissances ont un prix. On se retrouve la prochaine fois. Ce que je vais vous raconter maintenant m'a été envoyé par Marcos, un conducteur de bus de nuit en Espagne. Quand j'ai lu son message, j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre. Si vous travaillez de nuit ou si vous avez eu des rencontres inexplicables sur des routes solitaires, partagez votre histoire dans les commentaires. Nous ne savons jamais combien de personnes ont vécu quelque chose de similaire et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Ce que Marcos a vécu pendant 6 mois sur la route Madrid-Salamanca l'a amené à démissionner d'un travail qu'il avait occupé pendant 15 ans. Voici son histoire. Je m'appelle Marcos et j'ai 42 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme conducteur de bus longue distance pour une compagnie qui couvrait des itinéraires nocturnes entre Madrid et plusieurs villes de Castille et Léon. Mon itinéraire préféré, ou du moins c'était le cas, était celui de Madrid à Salamanque. Je partais à 11h du soir et j'arrivais vers 1h30 du matin.
C'était un trajet tranquille avec peu de passagers en semaine et j'aimais la solitude de ces routes sombres. Je conduis depuis l'âge de 22 ans. J'ai vu de tout sur les routes. Des accidents, des animaux traversant, des tempêtes terribles, du brouillard si dense qu'on ne voyait à peine 3 mètres. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Jusqu'en octobre 2022. Tout a commencé un mardi soir. C'était début octobre. Il faisait froid, mais il ne pleuvait pas. Je n'avais que 3 passagers. Un couple âgé qui se rendait à Avila et un homme d'affaires qui dormait au fond du bus. Il était 12h15. Nous traversions un tronçon particulièrement solitaire de l'A6, entouré de champs sombres des 2 côtés. J'ai vu quelque chose sur le bas-côté. Au début, j'ai pensé que c'était un animal. Mais quand je me suis approché, les lumières du bus ont éclairé une silhouette. C'était une femme, debout complètement immobile au bord de la route. Elle était vêtue de blanc, avec de longs cheveux sombres tombant sur ses épaules. Elle ne faisait aucun signe qu'elle avait besoin d'aide. Elle était juste là, regardant la route. Je suis passé sans m'arrêter. C'est le protocole de l'entreprise. Nous ne prenons personne sur les routes, seulement aux arrêts autorisés. Mais quelque chose dans cette image m'a troublé. Que faisait une femme seule, à minuit, au milieu de nulle part? Je regardais dans le rétroviseur. Elle était toujours là, debout au même endroit, regardant dans la direction du bus. Même à cette distance, avec l'obscurité enveloppant tout, je pouvais voir sa silhouette blanche contre le noir de la nuit. J'ai arrivé à Salamanque sans incident. J'ai déposé les passagers, rempli le rapport du jour et conduit le bus vide de retour au dépôt. J'ai pensé à la femme sur le bas-côté pendant tout le chemin du retour. Mais je me suis convaincu qu'elle avait probablement eu un problème avec sa voiture et que quelqu'un viendrait l'aider. 2 nuits plus tard, je l'ai revue. Cette fois, c'était jeudi. J'avais 5 passagers et je passais par le même tronçon de route, à peu près à la même heure. Et là, elle était exactement au même endroit, avec la même robe blanche, les mêmes longs cheveux, la même posture immobile. Mon cœur a fait un bond. Était-elle toujours là depuis la dernière fois? C'était impossible. 2 jours s'étaient écoulés. J'ai involontairement réduit la vitesse, essayant de mieux la voir. Quand les phares du bus l'ont complètement éclairée, elle a tourné la tête pour me regarder. Je ne peux pas décrire exactement ce qu'il y avait sur son visage. J'étais trop loin pour voir des détails clairs, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait qui m'a donné la chair de poule. J'ai accéléré et j'ai continué. Cette fois, quand j'ai regardé dans le rétroviseur, elle avait disparu. L'accotement était vide, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai commencé à m'inquiéter. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté à ma femme Laura ce que j'avais vu. Elle m'a dit que c'était probablement une prostituée attendant des clients. Quelque chose que l'on ne voit pas rarement sur certaines routes. Mais quelque chose ne collait pas. Les femmes qui travaillent sur les routes sont généralement près des aires de service ou des endroits avec plus de circulation. Ce tronçon était complètement désert. La semaine suivante, je l'ai vue 4 fois. Toujours au même endroit, toujours à la même heure, toujours avec cette robe blanche. Et chaque fois qu'elle passait, elle tournait la tête pour me regarder. J'ai commencé à ressentir de la peur chaque fois que je m'approchais de ce tronçon de route. Mes mains devenaient moites sur le volant, ma respiration s'accélérait. J'ai demandé à d'autres conducteurs s'ils avaient vu quelque chose d'étrange dans cette zone. La plupart me regardaient avec confusion et disaient non. Mais un conducteur plus âgé, Paco, qui travaillait dans l'entreprise depuis 30 ans, est devenu pâle quand je lui en ai parlé. Robe blanche, cheveux longs et foncés, au kilomètre 82, a-t-il demandé. Oui, exactement là. Tu l'as vu? Paco ne répondit pas immédiatement. Il prit son temps pour préparer un café à la machine de pause avant de parler. Je l'ai vu il y a 20 ans, dit-il enfin. Pendant 3 mois, je l'ai vu presque toutes les nuits en passant par là. Toujours au même endroit, toujours avec les mêmes vêtements. Elle ne m'a jamais rien fait, elle me regardait juste. Mais une nuit, il s'arrêta, comme si cela lui coûtait de continuer. Que s'est-il passé? Une nuit, j'ai décidé de m'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'était comme si quelque chose m'y forçait. J'ai ouvert la porte du bus et elle est montée. Je sentis mon estomac se nouer. Elle est montée dans le bus sans rien dire. Elle s'est assise au premier siège, celui juste derrière le conducteur. Je pouvais la voir dans le miroir. J'avais 6 passagers ce soir-là. Aucun d'eux n'a réagi à sa présence comme s'il ne pouvait pas la voir. Que faisais-tu? J'ai conduit. Que pouvais-je faire d'autre? Elle était là, assise, me regardant fixement dans le miroir. Elle ne clignait pas des yeux, Marcos. Pendant tout le trajet, peut-être 40 minutes, elle n'a pas cligné une seule fois. Et il faisait froid.
Le bus avait le chauffage, mais la zone autour de ce siège était glaciale. Je pouvais voir ma respiration se condenser. Que s'est-il passé quand tu es arrivé à Salamanque? Quand j'ai arrêté le bus à la gare, j'ai regardé le siège. Il était vide. Elle avait disparu. Mais sur le siège, il y avait de l'eau, comme si quelqu'un avec des vêtements mouillés s'y était assis. Et ça sentait bizarre, comme de la terre humide et quelque chose de pourri. Paco me regarda droit dans les yeux. Mon conseil, Marcos, ne t'arrête pas. Peu importe quoi, ne fais pas arrêter ce bus quand tu la verras. Et si jamais elle monte, prie pour que ce ne soit pas ta dernière nuit. Après cette conversation, j'étais terrifié. J'ai envisagé de demander un changement de route, mais j'avais honte d'admettre à mon patron que j'avais peur d'une femme debout sur le bas-côté. Cela semblerait ridicule. Les semaines passèrent et les apparitions continuèrent. Mais quelque chose a commencé à changer. Chaque fois que je la voyais, elle était de plus en plus près du centre de la route. La première fois, elle était clairement sur le bas-côté. Maintenant, elle était presque au bord de la voie, comme si elle s'approchait peu à peu. Et son expression avait aussi changé. Au début, quand elle se retournait pour me regarder, son visage était inexpressif. Maintenant, quand elle était éclairée par les phares, je pouvais voir qu'elle souriait. Un petit sourire, presque imperceptible, mais définitivement un sourire. Une nuit de fin octobre, quelque chose de différent s'est produit. Je conduisais comme d'habitude, m'approchant du kilomètre 82 avec l'attention habituelle. Mais cette fois, quand je suis arrivé au point où je la voyais toujours, elle n'était pas là. Le soulagement que j'ai ressenti était indescriptible. Peut-être que c'était enfin fini. Peut-être que ce que cette femme était avait trouvé la paix ou simplement était partie. Ce sentiment de soulagement a duré exactement 5 minutes. J'ai entendu un bruit. Un tap-tap-tap comme quelqu'un frappant du verre. Cela venait de la porte du bus. J'ai regardé dans le rétroviseur latéral. Il n'y avait personne dehors. Nous étions au milieu de la route voyageant à 100 km à l'heure. Mais le bruit continuait. Tap, tap, tap. Une de mes passagers, une jeune femme, m'a demandé « Tu entends ça? Quelqu'un frappe ?» Donc ce n'était pas mon imagination. D'autres l'entendaient aussi. Le son s'est intensifié. Tap, 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 tap. Plus fort, plus insistant. Et puis, entre un tap et un autre, j'ai entendu quelque chose d'autre. Une voix, à peine un murmure, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Fais-moi entrer ». La température à l'intérieur du bus a chuté drastiquement. Je pouvais voir ma respiration, les passagers ont commencé à se plaindre du froid. J'ai monté le chauffage au maximum, mais cela ne servait à rien. « Fais-moi entrer, Marcos ». Elle connaissait mon nom, cette chose savait mon nom. « Fais-moi entrer, et tout sera fini ». Les lumières du bus ont commencé à clignoter. Le moteur a toussé, menaçant de s'éteindre. J'ai agrippé le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je ne pouvais pas laisser le bus s'arrêter. Si nous nous arrêtions, si cette chose entrait, j'ai accéléré autant que j'osais. La limite de vitesse était de 100, mais j'ai poussé le bus jusqu'à 120. Les passagers se sont plaints, mais cela ne m'importait pas. Je devais juste sortir de ce tronçon de route. Le tapotement a continué pendant 10 km complets. 10 km de tap-tap-tap, et cette voix murmurant mon nom. Puis, soudain, cela s'est arrêté. La température est revenue à la normale. Les lumières se sont stabilisées. Le silence est revenu. J'ai regardé dans tous les miroirs. Il n'y avait rien. Nous étions seuls sur la route sombre. Quand je suis arrivé à Salamanque ce soir-là, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine écrire le rapport. Un des passagers s'est approché avant de descendre. « Qu'est-ce que c'était ?» a-t-il demandé. « Ce froid, ces coups, je ne sais pas, ai-je menti. Peut-être un problème électrique. » Il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Mais il a hoché la tête et est parti. Après cette nuit-là, j'ai demandé quelques jours de congé. J'ai dit à mon patron que je ne me sentais pas bien, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Je ne dormais pas bien. J'avais des cauchemars constants avec cette femme en blanc, avec son sourire et ses yeux qui ne clignaient pas. Laura était inquiète. Elle m'a suggéré de voir un médecin, peut-être un psychologue. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de repos. Pendant ces jours de congé, j'ai fait des recherches. J'ai cherché sur Internet des nouvelles d'accidents sur ce tronçon de l'A6. J'en ai trouvé plusieurs. La route avait un long historique d'accidents. Mais une nouvelle en particulier a attiré mon attention. Elle datait de 1987.
Une femme de 32 ans nommée Elena Montero avait perdu la vie dans un accident au kilomètre 82 de l'A6. Selon l'article, elle attendait de l'aide après que sa voiture soit tombée en panne lorsqu'elle a été percutée par un conducteur qui a pris la fuite. On n'a jamais retrouvé le responsable. Elle était décrite comme une femme aux longs cheveux bruns qui, ce soir-là, portait un chemisier blanc. L'article comprenait une photo floue d'archives. Quand je l'ai vue, mon cœur a presque cessé de battre. C'était elle. Sans aucun doute, c'était la femme que j'avais vue sur la route. Je continuais mes recherches. J'ai découvert que plusieurs conducteurs au fil des ans avaient signalé des apparitions d'une femme en blanc sur ce tronçon. Certains se sont arrêtés pour l'aider et affirmaient qu'elle avait disparu devant leurs yeux. D'autres ont dit l'avoir vue, mais quand ils sont revenus sur les lieux, il n'y avait personne. Et il y avait quelques rapports troublants de conducteurs affirmant que la femme était montée dans leur véhicule puis avait disparu, laissant le siège mouillé. Exactement comme Paco me l'avait raconté. Quand je suis retourné au travail une semaine plus tard, j'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'un changement de route. J'ai inventé une excuse sur le fait de vouloir des horaires diurnes pour passer plus de temps avec ma famille. Il n'était pas content, mais a finalement accepté. On m'a assigné la route Madrid-Valladolid qui partait à 6 heures du matin. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'en changeant de route, je pourrais laisser tout ça derrière moi. J'avais tort. Une nuit, 2 semaines après avoir changé de route, Laura m'a réveillé. Il était 3 heures du matin. Marcos, il y a quelqu'un dehors. Quoi? Dehors, dans la rue, il y a une femme qui se tient devant notre maison. Je me suis levé du lit avec le cœur battant. Nous vivions dans un quartier résidentiel calme. Voir quelqu'un dehors à 3 heures du matin était déjà étrange. Mais quelque chose dans le ton de Laura m'a mis en alerte. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Sous la lumière des lampadaires, j'ai vu une silhouette. Une femme avec une robe blanche et de longs cheveux foncés. Elle se tenait sur le trottoir devant notre maison, regardant directement vers notre fenêtre. C'était elle. « Tu la connais ?» demanda Laura. Je ne pouvais pas répondre. Je restais paralysé, à la regarder. Elle sourit. Ce même petit sourire troublant que j'avais vu sur la route. « Je vais appeler la police », dit Laura, atteignant son téléphone. « Non », réussis-je à dire. « Elle ne viendra pas à temps. »« Quoi ? Marcos, que se passe-t-il ? Qui est cette femme ?» Avant que je puisse répondre, la femme commença à marcher. Elle s'approcha lentement de notre porte d'entrée. Je pouvais entendre ses pas dans le silence de la nuit. Tap, tap, tap. Puis nous entendîmes le bruit de la porte d'entrée. Pas celui de quelqu'un qui frappe, mais de la poignée qui tourne. Elle essayait d'entrer. Laura a crié. J'ai couru dans les escaliers, attrapant la batte de baseball que nous gardions dans le placard du couloir. J'ai atteint la porte juste au moment où la poignée cessait de bouger. Tout est resté silencieux. J'ai attendu 5 minutes complètes avant d'oser regarder par le Judas. La rue était vide. Il n'y avait personne. Mais quand j'ai ouvert la porte pour m'en assurer, j'ai trouvé quelque chose sur le seuil. C'était une petite tache d'eau, comme si quelqu'un en vêtements mouillés avait été debout là. Et l'odeur, cette odeur de terre humide et de décomposition que Paco avait décrite. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Laura a insisté pour que je lui raconte tout. Je lui ai parlé de la femme sur la route, des recherches que j'avais faites, d'Elena Montero. Au début, elle ne m'a pas cru. Elle a pensé que j'avais une sorte de crise nerveuse. Mais elle avait vu la femme de ses propres yeux. Elle avait entendu la poignée tourner. Le lendemain matin, j'ai appelé Paco. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Il est venu chez toi », dit-il d'une voix sombre. « C'est mauvais, Marcos. Très mauvais. Cela signifie qu'il ne te laissera pas en paix juste parce que tu as changé de route. Que veut-il de moi? Je ne sais pas. Mais tu dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Que puis-je faire? Parle à quelqu'un qui s'y connaît. Un prêtre, un médium, quelqu'un. Je ne suis pas religieux. Je ne l'ai jamais été. Mais j'étais désespéré. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un prêtre à Madrid qui avait soi-disant de l'expérience avec des cas paranormaux, le père Esteban. Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation. Il a écouté en silence, sans interrompre. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. Ce que tu décris est un esprit tourmenté. Elena Montero est morte de manière violente et inattendue. Le conducteur qui l'a renversée n'a jamais été retrouvé. Il n'y a jamais eu de justice. Cela la maintient attachée à cet endroit, à ce moment. Pourquoi me poursuit-elle? Je n'ai rien à voir avec sa mort. Peut-être te voit-elle comme quelqu'un qui peut l'aider, ou peut-être que tu ressembles simplement à l'homme qui l'a tuée. Les esprits ne sont pas toujours rationnels, surtout ceux qui ont été piégés pendant des décennies.
Comment faire pour qu'elle me laisse en paix? Tu dois l'aider à trouver la paix. Elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qui lui est arrivé, que quelqu'un se souvienne. Va à l'endroit où elle est morte. Apporte des fleurs. Prie pour elle. Reconnais sa douleur et son injustice. Parfois, c'est suffisant. Cela semblait simple, peut-être trop simple. Mais je n'avais pas d'autres options. Cet après-midi-là, j'ai acheté des fleurs blanches. J'ai conduit ma voiture personnelle jusqu'au kilomètre 82 de la 6. C'était la première fois que je revenais à cet endroit depuis que j'avais changé de route. Le soleil était encore haut dans le ciel, mais j'ai quand même ressenti un frisson en m'approchant. Je me suis arrêté sur le bas-côté, exactement là où je l'avais vu tant de fois. Je suis sorti de la voiture avec les fleurs à la main. La circulation passait à mes côtés, indifférente. Je me suis agenouillé sur la terre du bas-côté et j'ai déposé les fleurs. Puis, me sentant un peu ridicule mais désespéré, j'ai parlé à voix haute. « Elena Montero, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je suis désolé que personne n'ait payé pour ta mort. Je suis désolé qu'on t'ait laissé ici seul. Je ne t'oublie pas. Personne ne t'oublie. » Le vent a soufflé, agitant les fleurs. Il ne s'est rien passé d'autre. Je suis resté là 10 minutes, attendant quelque chose. Un signe, une présence, n'importe quoi. Mais il n'y avait que moi, le vent et le bruit constant de la circulation. Finalement, je me suis levé et je suis retourné à ma voiture. En conduisant de retour chez moi, je me sentais stupide. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'un fantôme me remercie? Que tout se résolve magiquement? Cette nuit-là, Laura et moi sommes restés éveillés jusqu'à tard, parlant de déménagement, de changement de travail, de recommencer ailleurs. Nous envisagions sérieusement de quitter Madrid. Vers minuit, Laura s'est endormie sur le canapé. Je suis resté éveillé, incapable de fermer les yeux. Puis j'ai entendu quelque chose. Des pas, doux, lents. Ils venèrent de l'étage supérieur. J'ai saisi la batte de baseball et monté les escaliers avec le cœur au bord des lèvres. La porte de notre chambre était ouverte, bien que j'étais sûr de l'avoir fermée. Je suis entré lentement. Elle était là, debout près de la fenêtre, regardant vers la rue. À la lumière de la lune qui pénétrait par la fenêtre, je pouvais la voir plus clairement que jamais. Sa robe était déchirée et tachée. Sa peau avait une teinte grisâtre, maladive. Et quand elle s'est tournée pour me regarder, j'ai vu que ses yeux étaient vides. Il n'y avait pas de pupille, juste du blanc. Elle a ouvert la bouche pour parler. Sa voix était un murmure rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisé depuis des décennies. « Merci. » J'ai cligné des yeux, surpris. « Quoi? Merci de te souvenir. Pour les fleurs, pour reconnaître. Elena, je suis ici depuis si longtemps. Si seul, si en colère. L'homme qui m'a tué, ils ne l'ont jamais trouvé. Il n'y a jamais eu de justice. Et chaque année qui passait, je devenais plus amer, plus perdu. Ses yeux vides me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Je t'ai vu dans ton bus, nuit après nuit. J'ai vu ta gentillesse avec les passagers. J'ai vu que tu étais bon. Et j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'écouter, que peut-être tu te souviendrais que j'ai existé. Je suis désolé, dis-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Ce n'était pas ta faute, mais merci. Personne n'avait dit ça avant. Elle a commencé à s'estomper, devenant plus transparente. « Tu vas partir maintenant ?» demandai-je. « Je vais essayer. Après tant de temps, je ne sais pas si je peux. Mais je vais essayer. Merci Marcos. Merci de me voir, de reconnaître que j'ai existé, que j'ai compté. » Et puis elle a disparu. Elle a simplement cessé d'être là. La pièce s'est immédiatement sentie plus chaude, plus légère. Le poids oppressant que je ne réalisais pas que je portais s'est enfin levé. Je ne l'ai plus revu après cette nuit-là. Des semaines ont passé, puis des mois. J'ai de nouveau conduit la route Madrid-Salamanca, bien que maintenant en horaire diurne. Chaque fois que je passe par le kilomètre 82, je regarde vers le bas-côté. Les fleurs que j'avais laissées ont depuis longtemps disparu, emportées par le vent et la pluie. Mais parfois, juste parfois, je laisse de nouvelles fleurs. Non par peur, mais par respect. Parce qu'Elena Montero a existé. Elle a eu une vie. Elle a eu des rêves. Elle a eu une mort injuste. Et bien que le conducteur qui l'a tuée n'ait jamais été retrouvé, bien qu'il n'y ait jamais eu de justice légale, au moins maintenant quelqu'un se souvient. Quelqu'un s'arrête et reconnaît qu'elle a été ici. Je ne sais pas s'il a vraiment trouvé la paix. Je ne sais pas s'il a pu quitter ce monde et passer au suivant. Mais depuis cette nuit dans ma chambre, je n'ai plus eu d'autres rencontres.
plus de coups à la porte du bus, plus de silhouettes blanches dans l'obscurité. Parfois, je me demande si tout cela était réel ou si j'ai eu une sorte d'épisode psychotique prolongé. Mais Laura l'a aussi vu. Paco m'avait raconté des histoires similaires des décennies auparavant, et ces fleurs que j'ai laissées sur le bord de la route. Quand je suis revenu sur les lieux quelques jours plus tard, j'ai découvert que quelqu'un avait ajouté d'autres fleurs, des fleurs fraîches que je n'avais pas mises. Peut-être était-ce un membre de la famille d'Elena qui visite aussi l'endroit, ou peut-être était-ce autre chose. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je conduis ces routes avec plus de respect, plus conscient que chaque kilomètre a son histoire, chaque virage ses secrets, et que parfois, les morts ont juste besoin d'être rappelés. Et là se termine le témoignage de Marcos. Il m'a dit qu'il conduit encore cette route et que chaque fois qu'il passe par ce kilomètre spécifique, il ressent quelque chose. Pas de peur, mais une sorte de reconnaissance silencieuse. Si jamais tu as vu quelque chose d'inexplicable sur une route, ou si tu travailles de nuit et as eu des rencontres étranges, partage-le dans les commentaires. Parfois, ces expériences nous rappellent que le monde est plus complexe et mystérieux que ce que nous pensons. Merci d'avoir écouté, et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Bon voyage, et souviens-toi, parfois, ce que tu vois sur la route n'est pas toujours ce qu'il semble. Prends soin de toi.